Est-ce vraiment possible? En 2020, deux jeunes Français, Kameto et Prime, cofondent un club et annoncent la couleur. Ils veulent devenir champions et ainsi devenir le plus grand club e-sport de ce monde. Mais il y a un problème, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose pour réussir face au club existant. Pourtant, quelque chose de magique se passe. Quelques personnes adhèrent à la vision, ensuite de plus en plus, parce qu'ils ont quelque chose de spécial. Ils arrivent toujours à faire l'impossible. En 5 ans, ils sont 4 fois champions de France et 1 fois champions d'Europe. Ils rassemblent des millions de fans sur Internet, mais aussi dans les plus grandes salles du monde. Et derrière ce succès se trouve un homme. Arthur Perticose. Arthur Perticose. Arthur a dirigé le club ces dernières années et a accepté de nous partager ce qui n'est pas toujours voué à l'être. Sa vision, ses choix, les difficultés, les doutes, la vraie vie quoi. Les longues nuits à ne pas pouvoir dormir parce que je sais pas comment payer les salaires. La plus grande faiblesse de Gentlemates, c'est la CACORP. Ok, voilà, là ça c'est pas un cadeau. Vous êtes dans Créateur, l'émission qui revient sur le parcours extraordinaire des personnalités d'Internet. Salut Arthur. Hello Arthur, tu vas bien? Ça va et vous? Je suis très content que tu sois là, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est quand même un petit risque que tu prends de venir à notre première, donc on va faire vraiment de notre mieux. En tout cas, on a préparé ça au mieux. Comment tu te sens? Comment tu vas? Ça va très très bien. Déjà, merci de m'inviter pour une première. C'est ma première. C'est la première fois que je suis invité pour une première. Okay. Donc ça me fait plaisir et c'est aussi pour ça que je voulais vous soutenir pour l'occasion parce que c'est déjà très flatteur pour moi. Merci pour ça. On a vu ton post, un de tes derniers posts LinkedIn. Tu parlais des résultats de la Karmine Corp qui sont en ce début 2025 complètement fous. Donc franchement, tout ce que tu as fait en seulement 2 ans. Quand tu es arrivé en octobre 2022, est-ce que tu t'imaginais atteindre ce niveau? Oui, et puis je suis arrivé dans un contexte qui n'était pas forcément facile. C'était un moment de changement et assez important pour la société. Donc l'e-sport, c'est un peu comme le football, c'est un monde qui est très difficile, où c'est vraiment un pari de se dire qu'on sera encore là dans 2, 3, 4 ans, on fait tout pour. Okay. Mais c'est un modèle dans lequel la plupart des sociétés sont en perte, donc forcément, voilà. Mais non, c'est vrai que, à titre personnel, les résultats à tous les niveaux ont dépassé mes espérances. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas mes attentes. Quand on arrive dans un projet comme ça, on se dit, bon, qu'est-ce que ça peut être dans un monde idéal? Et dans un monde idéal, c'était à 5 ans, on sera peut-être en LEC, à 5 ans, peut-être qu'on sera les premiers à avoir un stade. Ouais. C'était ça l'imaginaire là-dessus. Et bien sûr, on a le rêve, mais tout a été 3 à 4 fois plus rapide. Ah ouais. Donc c'est assez impressionnant, surprenant, et c'est un travail hyper collectif. Hein. C'est pas du tout que moi, loin de là, parce que déjà, c'est basé aussi sur le fruit du travail qui avait été fait avant que j'arrive, qui est quand même très important. On a le maillot sur la table. Une grande partie des sponsors qui sont sur le maillot ont été re-signés, mais ont été signés en premier lieu avant même que j'arrive. Et puis ça s'est fait avec Amine, avec Kamel, avec toutes les équipes qu'on a pu constituer. Et chaque mois est un défi. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à parler tout de suite, parce que je ne connais pas la date de diffusion. Et là, on ne va pas parler des résultats sportifs maintenant, parce que peut-être qu'au moment où ça va être diffusé, ce sera l'enfer. Et peut-être que d'ici là, on perdra tous nos matchs. Donc en début 2025, ça c'est sûr et certain, les résultats, ils sont marqués dans l'histoire. Ouais, et c'est un super début de saison, donc félicitations évidemment à toi et à toutes tes équipes. Alors, dès ton arrivée, tu as vraiment partagé ton ambition. On va dire la vision globale qui est assez simple, hein, de devenir le Real Madrid de l'e-sport, mais ça c'est basique, on va dire. Est-ce que pour toi, c'est toujours un objectif basique de devenir le Real Madrid de l'e-sport? Vu comme ça, c'est peut-être un peu voilà, mais on va dire que c'est basique parce que je pense que n'importe qui se lance dans un modèle compétitif veut devenir le meilleur de son domaine, quel que soit le club. Qu'on soit Vitality, Gentlemates, Karmine, GameWard, Solari, ici Japon, n'importe qui. Personne ne vient en se disant « Moi, mon but, c'est d'être... J'ai failli donner un nom de ville de foot. Je vais pas le faire. mais voilà, on peut pas être, j'en sais rien, qui était bon. Non, évite. Voilà. Et donc, voilà, on veut être le meilleur. Et quand on se lance, c'est pour tout gagner, quel que soit le projet. Ouais. Et donc, quand on arrive à la Karmine, c'est encore plus le cas, parce qu'il y a un historique avant que j'arrive, même si ce n'est qu'un an et demi, 2 ans, c'est quand même 2 ans de folie. Et voilà, donc c'est là où c'est basique. Et en plus, bon, je l'ai pas inventé, hein, franchement. Si vous questionnez Amine ou Kamel sur pourquoi ils ont créé ça, c'était clairement l'objectif. Donc voilà, en ce sens, c'est basique. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait de devenir le Real Madrid de l'e-sport? Est-ce que c'est, tu vois, l'impact culturel? Est-ce que c'est financier? Parce que Real de Madrid, c'est énorme en termes de finances. Pour toi, ça se traduit un peu par quoi, en fait? Je pense que c'est vraiment complet en termes de vision. Donc, il y a évidemment l'excellence sportive, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de chaque année si le Real Madrid va faire la Ligue des Champions ou va être un
compétiteur crédible pour la gagner. Ok. La question, c'est est-ce qu'ils vont la gagner ou être en quart de finale ou en demi-finale, mais on se dit pas, oui, bon, le Real Madrid, ça se trouve, ils vont pas se qualifier, quoi. Donc déjà, il y a le côté sportif. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le côté institution. Tu sens que quand un joueur signe au Real Madrid, ça veut dire quelque chose pour lui. C'est presque un objectif dans l'objectif. Et ça, je pense que c'est le rêve de tout club. De se dire que le joueur, la joueuse, va franchir la porte, et il y a un truc qui va se passer dans sa tête en mode, OK, là, je peux pas être comme avant. Parce que là, je suis au Real Madrid. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Et puis après, il y a la marque. Ça veut dire quelque chose. C'est la marque, c'est les fans, c'est le stade, c'est la puissance financière que ça représente. C'est pas tant pour l'argent que ça génère, c'est pour ce que ça permet de faire. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite qu'on atteigne un jour avec la Carmine, qu'ils atteignent avec ou sans moi. Et ça, ce sera un objectif magnifique. Et quelles sont les étapes, justement, pour arriver à cet objectif? Comment tu vois la route? Dans notre cas, l'objectif numéro 1, c'était d'être, on va dire, plutôt stable financièrement, mais de débloquer tous les revenus qui étaient possibles, que ce soit merchandising, sponsoring ou les revenus des éditeurs, qu'on puisse tout débloquer de manière assez forte pour se dire, OK, maintenant tout est en place. Tu vois, le côté un peu, les piliers sont en place. Le côté sportif, c'est aussi de se dire qu'on a la capacité d'attirer les talents, que, en fait, on devient une priorité. Dans l'esprit des talents, s'il y a 2 offres sur la table. Aujourd'hui, je pense que s'il y a 2 offres sur la table pour un joueur français de League of Legends, c'est globalement chez nous que ça va se terminer à 90% de chance en Div 2, en LFL, et il faut que ça devienne 90% de chance en LEC. Ça, c'est un travail. Donc ça, c'est vraiment un marqueur de réussite, c'est de se dire, voilà, quand un joueur choisit entre la Carmine et un autre club, pour pas citer, il choisit la Carmine parce que derrière, il y a toute cette institution, il y a toute cette communauté, il y a tout cet impact culturel, en fait, finalement, qui dépasse, en fait, les équipes en tant que telles ou les résultats sportifs. C'est vraiment... La réussite du modèle, c'est si, ce qui s'est déjà passé, un joueur décide de signer à la Carmine, même pour un salaire potentiellement inférieur, parce que le fait d'être là va créer en lui quelque chose de plus fort. Et parce que son agent va comprendre que signer à la Carmine, c'est avoir plus de fans sur Twitter, plus de fans sur Instagram, plus de gens qui te regardent sur Twitch, et donc ça génère de la valeur extra salariale supplémentaire. Mais bon, un joueur, une joueuse, ce qu'ils veulent, c'est gagner. On peut raconter ce qu'on veut. À la fin, ce qui les fait signer, c'est qu'on soit les meilleurs. C'est pour ça qu'on doit être les meilleurs sur toutes les ligues. Et plus on monte, plus c'est difficile. Il faut qu'on ait toujours en tête qu'on a un train de retard. On a un train de retard parce qu'on s'est lancé avec beaucoup d'années de retard par rapport aux mastodontes du secteur actuel. Donc, c'est pas simplement... Oui, on a beaucoup de retard, par exemple, sur Vitality. Ils ont fêté, je crois, leurs 10 ans. Nous, on va fêter nos 5 ans, donc on doit avoir 6 ans d'écart, à peu près. Je sais pas exactement, mais à peu près ça. Ça doit être la même chose avec G2, à peu près. Fnatic, pareil. Et encore, Team Liquid, c'est 20 ans. Hein. Donc, voilà, on a un train de retard et il faut qu'on fasse 2 fois plus, qu'on soit 2 fois plus malin, 2 fois plus fort pour rattraper le retard et arriver au même niveau qu'eux. Mais c'est là où c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est un défi quotidien pour toutes les équipes. Mais ça va de l'excellence sportive au merchandising. En fait, tout est très imbriqué chez nous. Et s'il y a un truc qui floppe, c'est l'ensemble qui est en danger. Ok. Donc l'impact culturel, c'est hyper important pour vous. Pour y arriver, le moteur, ça va être vraiment quelque part l'argent. Il faut des sources de financement. Et c'est toujours un peu flou, je trouve, pour les gens, les différentes sources de financement pour un club. Donc nous, on te propose quelque chose. C'est tout bête, hein. C'est juste de dessiner un petit camembert avec les différentes sources de revenus, sans être précis. Hein. Mais c'est juste pour avoir un camembert avec un peu les problèmes en fait, des sources de revenus. En fait, je passe au tableau. le professeur. C'est la séquence. Vérifions déjà qu'il efface. Non, on a déjà vu le problème tout à l'heure. Il se plante là-dessus. T'inquiète pas, on a fait avoir des couches de couleurs invivables. Tu sais derrière, il y a un gros trait justement. Si tu tournes le tableau, il y a un trait qui est indélébile. Voilà, désolé les équipes ici, mais... Je confirme à la caméra que... Alors, donc, en gros, revenu split, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je vous le fais grosso modo. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'objectif. Je veux dire, avant. En gros, avant dans l'e-sport, on va dire, parce que c'est important, c'était probablement un truc du style 70% sponsor. Ok. Le modèle cassé, c'est là où... Comme ça vous montre ce qui est différent. Bien sûr, trop bien. Hein, c'est 30, 30, 30. Ça va être sponsor. Est-ce que toi, c'était une de tes volontés de faire ce changement
En fait, c'est une volonté stratégique, Ouais. mais c'est plus une évidence. Ok. Au fond, ça doit Basique. Je pense que pour, Basique, ouais. non, mais je pense que pour Gentlemate, c'est la même chose, par exemple. Ok. C'est juste notre particularité fait que, et là, je vais appeler ça éditeur. Donc, dedans, il y a deux choses. Là-dedans, il y a les revenus des ligues. Donc, par exemple, la LEC ou Ok. la LFL. En fait, c'est éditeur et tournament organizer, mais bon, je ne vais pas rentrer dans trop de Ok. détails. Et C'est Riot Games, tout ça. Riot évidemment. Games, mais ça peut être aussi, par exemple, la LFL, c'est géré par Webedia, donc Oh, Webedia, etc. Mm. Ou Epic Games avec Rocket League. Mais dedans, ça inclut aussi des skins in-game. Donc, c'est concrètement des objets digitaux qui vont être mis dans les jeux et qui vont utiliser l'image de la Carmine. Ok. Donc, ça va être une voiture dans Rocket League, un gun sur Valorant. Ouais. On a eu une petite emote Emote. Ouais. dans League of Legends. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça, on prend une cote par-dessus. Ok, c'est assez nouveau, si je me trompe C'est- pas. Alors, c'est nouveau et pas nouveau, c'est-à-dire que ça Ok. se fait depuis toujours, par exemple, sur les jeux Valve, donc par exemple Counter-Strike. Enfin, en tout cas, c'est un modèle qui existe. C'est de plus en plus le modèle, de toute façon, là-dessus. Ce qui est, on va dire, nouveau pour nous, c'est que cette partie-là, naturellement, augmente du fait de débloquer les accès dans les grandes ligues. Mm. Si tu veux avoir ces revenus-ci sur Valorant, il faut être en VCT. Mhm. Si tu veux ces revenus-ci sur League of Legends, il faut être en LEC. Ok. Donc, débloquer les accès était Ah ouais. un gros travail, au-delà du fait que si on veut vivre le rêve de Kamel et d'aller gagner la LEC et puis gagner les Worlds, il faut encore faire partie du truc. Donc, il fallait débloquer Ok. le truc. Et à des moments, ça coûte cher, parce que la LEC, on va en reparler, mais ça coûte très cher. Donc en fait, Ouais. pour débloquer des sources de revenus, il Ouais. faut à des moments parfois débourser aussi énormément. Quoi. C'est pour ça que c'est un modèle un peu particulier où parfois il faut investir pour retomber sur ses pattes en plusieurs années. Et encore, c'est un pari. Ouais, ouais. Quand on signe le deal LEC, pas la certitude que... Ouais. Bah oui. Ça tombe bien, tu as de l'expérience là-dedans, on en reparlera un petit peu plus tard. Et est-ce que tu penses pouvoir arriver justement à devenir le Real Madrid de l'e-sport avec cette organisation de... Ou est-ce qu'il de- faut développer d'autres sources de revenus encore Il faut, parce que Ouais. bon, déjà, vous notez, 30 plus 30, ça ne fait pas 100. Ah, c'est bon. c'est- On ne l'a même pas Tu vu. ne l'avais pas noté, On mais, l'a mais- mais ça ne fait pas 100%. Donc oui, en réalité, il y a d'autres petites sources qui traînent Ok. à droite à gauche. Ouais. Un de mes paris, pari de la société, c'est qu'on arrive à un modèle à 25, 25, 25, 25, Ok. le quatrième 25, j'espère que je l'ai dit 4 fois. Le quatrième étant censé être la billetterie et les revenus des événements. Très présent dans, Ça, c'est dans un le pari, football, c'est notamment. un pari long terme. Ouais. En réalité, il y a de fortes chances que l'équilibre évolue chaque année. Peut-être qu'un jour, ça va être 20% sur le sponsor, 40% sur les éditeurs, etc. Et que ça varie là-dedans. Mais je pense que c'est le modèle le plus sain. Mm. Je pense que c'est le modèle dans lequel on est le moins sensible aux difficultés du marché, Ok, s'il y a moins de sponsors ou bien autre. sûr. Je dirais que c'est un modèle qui est censé théoriquement être plus protecteur, mais qui nous force à être meilleurs sur chacun des domaines. C'est ça la difficulté. On a parlé des sources de revenus, on va parler un peu de rentabilité. C'est pas évident d'être rentable dans ce milieu de l'e-sport. On a noté que ça faisait 2 années consécutives que vous l'étiez. On ne se trompe pas là-dessus en disant ça. Pour être rentable, il y a un peu 2 grands axes. Soit c'est couper certains coûts, soit c'est augmenter ses revenus. Je pense que vous avez... Disparition du cinéma. Vous avez augmenté vos revenus avec des nouvelles sources de revenus, etc. En tout cas, vous avez fait augmenter. Est-ce que vous avez dû renoncer à certains projets qui parfois même peut-être vous tenaient à cœur pour justement être rentable? Oui, bien sûr. C'est presque quotidien. Ah ouais? Ouais, c'est presque quotidien, puisque pour être... on est à l'équilibre. Rentable, mais à l'équilibre. Ça veut dire, à la fin, c'est la bulle, quoi. C'est zéro. Ouais, Déjà, il n'y ouais. a pas un moins devant, donc Ouais. on est content. Mais c'est un pari. C'est-à-dire que si chaque année, on ne vend pas des joueurs, on ne peut pas l'être. Ouais. Ça même dans des micro-détails. Par exemple, bon, il y a plein de gens qui disent, des joueurs et tout, que je suis une pince, parce qu'on n'envoie pas... Ce qui est vrai, certainement. On envoie peu de merchandising aux joueurs, par exemple. Ok. Non, c'est pas qu'on n'en voit pas. Mais il y a des clubs qui envoient. Ok. Les 5, 6, 7 trucs, etc. Nous, on peut pas. Ok. Parce qu'en fait, on est tellement sur un équilibre qui est fin que si je fais ça fois 50 joueurs, joueuses, coach, fois 8 collections dans l'année, Mm. plus tout ce que ça représente et tous les trucs. Voilà. Donc en fait, quand je suis arrivé, par exemple, j'ai dit on n'envoie plus rien. Deuxième année, c'est bon, on peut le refaire. Troisième année, maintenant c'est automatique, tous les employés ont tous les maillots, tous les trucs, etc. Mais on avance petit à petit. Et ça a été, en fait, il y a des choses que j'ai dû bloquer qui sont des évidences. Il y a même des événements qu'on n'a pas fait, il y a des équipes qu'on n'a pas lancées, il y a des opportunités de joueurs qu'on aurait pu avoir, mais non, c'est pas le bon timing. D'autres types Et- d'événements, autres que les KCX par exemple, vous imaginez d'autres types d'événements et vous avez dit non, on va Ouais, se concentrer sur des Bien sûr, événements. il y a des choses où on a dit, on fait pas.
du cancel des trucs, parce qu'il y a du risque. Ouais. Ça fait partie de la partie, on va dire, difficile, mais qui est Ouais. obligatoire. Et la preuve, c'est que on est à 0. On n'est pas à plus 200 000, on est à 0. Donc en fait, en étant à 0, en faisant ça, on est à 0. Si on ne le fait pas, on n'est pas à 0. Ça paraît rien, mais 10 000 par-ci, 15 000 par-là, même quand tu fais, comme nous, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, au bout d'un moment, ça se ressent. Quand vous dites vous êtes à 0, pour qu'on comprenne bien, c'est pas que chaque année vous grandissez Oui. et vous choisissez de tout réinvestir. En fait, c'est ça. À la fin de l'année, il n'y a pas une cagnotte qui aurait été générée où on se dit, bon, est-ce qu'on la donne aux actionnaires? Est-ce qu'on rembourse un truc avec ça ou pas? C'est à la fin, vraiment, on est... Mais quand on fait le BP, donc le business plan, chaque année, le budget, on essaye de voir quels sont les espaces sur lesquels on peut avoir, on va dire, des next steps de croissance. Donc typiquement, pour 2025, un des projets phares, c'est Blue Star. Donc c'est les académies qu'on a sur Valorant et sur League of Legends pour développer des nouveaux talents. C'est un investissement, mais on sait que cet investissement, en le lançant, on va pouvoir générer, parce qu'on crée un nouveau produit, qu'on va pouvoir mettre à disposition potentiellement de sponsors, peut-être qu'on va créer du merchandising, etc., etc. Et donc, ça va générer derrière des nouveaux revenus. Mais ce qui est particulier dans l'e-sport, c'est qu'il faut faire avant de rentabiliser derrière et de trouver l'équilibre. Et c'est ça qui est particulier. Ah ouais. 2024, ça a été très dur parce qu'on s'est lancé en LEC en n'ayant pas les moyens de se lancer en LEC. Et il y a des gens qui se posent la question, est-ce que vous allez réussir à rembourser ce slot? Il y a un peu un questionnement de se dire, mais l'échéance, elle approche. Est-ce que vous êtes confiant ou non Déjà, on a la chance pour le moment, avoir, et j'espère que ça va continuer, des très bonnes relations avec le revendeur Astralis, sur lequel on a réussi, avec lequel on a réussi à avoir des discussions et qu'on a en permanence sur comment améliorer, comment faciliter, comment fluidifier le processus. Donc déjà, on est dans un écosystème avec un partenaire là-dessus, parce que c'est notre partenaire jusqu'à ce qu'on ait tout payé. C'est notre partenaire qui est à l'écoute et compréhensif. Et on essaie de trouver un terrain d'entente là-dessus. Donc on a trouvé des solutions là-dessus pour fluidifier, minimiser le risque de non-paiement. Et pour l'instant, ça avance, ça se passe bien. Alors après, chaque année, il y a d'autres obligations et autres. Parfois, on a découpé... Vous êtes quand même confiant? On est confiant, mais moi, je ne suis pas un mytho. Je ne vais pas dire, quoi qu'il en soit, nous allons payer. Mais par contre, tout sera fait, et jusqu'à présent, tout est fait, et on avance, et on paye. Il y a même des paiements que les gens ne voient pas, c'est évident. Parce que parfois, il y a des accords on ne va pas communiquer à chaque fois qu'on se dit, bah, là, tu devais tant, et en fait, on va faire ça en 3 fois, sur 3 ans, ou sur 3 mois, ou sur 3 jours, tu vois. Et donc on avance là-dessus. Je suis confiant que le projet Carmine est apte, théoriquement, à attirer les financements pour le faire. Maintenant, il y a plein d'éléments exogènes que je ne maîtrise pas, et on va faire le maximum là-dessus. Et en termes de gros investissements, donc il y a eu la LEC, et il y a eu aussi le stade, l'Arena. C'était en septembre, l'inauguration donc du stade, / Arena, je ne sais pas comment vous dites en interne, est-ce que c'est... On dit stade, mais bon, après... Moi, j'aime bien stade. On restera sur stade. Stade, c'est stylé. Stade, c'est méga cool. Même un peu... On a le droit de faire du storytelling. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu vois déjà des retombées, que ce soit positif, négatif ou très positif Bien sûr. Franchement, les retombées, elles sont énormes. Déjà, il suffit de voir les réactions des gens quand on a annoncé qu'on allait avoir un stade. Je rappelle toujours, parce que les gens sont tatillons avec ce que je dis, que nous ne sommes pas propriétaires, bien sûr. Je n'ai pas construit en 2 ans, avec une armée de boîtes de BTP, un stade. Avec l'esprit shonen. Voilà, l'esprit shonen ne permet pas de construire des stades en 2 ans. Des joueurs la nuit. Pas en France, en tout cas. Et donc, nous sommes résidents, comme le PSG au Parc des Princes, l'OM au Vélodrome. C'est énorme. Comme la plupart des clubs de sport en France, pas tous, parce que Lyon, par exemple, est propriétaire, ce qui est différent. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes résidents. Donc ça a tout changé, parce que déjà, quand tu regardes les réactions des gens, déjà, ça crée un truc, ça crée une aura. Tu dis, encore la Carmine. Déjà, rien que ça, c'est stylé. Et ensuite, on fait des événements, on en a déjà fait 2. Cette année, il y en aura encore. On est quasiment les plus gros, en tant que club, un des plus gros organisateurs au monde d'événements. Chez les clubs, bien sûr. Bon, déjà, ça génère du revenu. Je ne vais pas te dire que ça génère de la marge, parce que ce n'est pas vrai. Une fois de plus, le but est d'être à l'équilibre. Mais c'est bien, ça réunit les fans, ça permet d'être ensemble, de créer des expériences différentes pour les fans qui ne sont pas comme les classiques, qui sont gigantesques. Et puis, je sais pas, ça drive un peu le secteur, ça débloque des options qui devraient arriver prochainement, on l'espère. Peut-être même que ce sera arrivé d'ici à ce que ce soit diffusé. Mais on espère que ce sera. Si c'est dit, on pourrait l'ajouter en bas. Depuis, il y a eu cette annonce. Je suis curieux. On croise les doigts. Je suis curieux, et tu sais si ça
donner des idées à d'autres clubs? Je sais pas, peut-être est-ce que tu as eu, tu vois, des informations un peu en coulisses? Je sais que des clubs se sont intéressés au Ok. sujet. Maintenant, peut-être qu'ils étaient intéressés au sujet avant que ce soit annoncé, ou pas. On va dire, Mais vous l'avez fait, voilà. nous, on l'a fait. Il est là. Mais oui, c'est C'est beau. plaisant. Non, mais surtout au-delà de cette... Toi, il y a toujours la petite bagarre de Ouais. fait quoi, quand, etc. Mais Elle est importante aussi pour le storytelling, quelque Hmm. part. bah, sinon, on se fait chier. Hein. Ouais, Faut voilà. quand même se le dire, à un moment, on a le droit de s'amuser aussi, de C'est ça. se challenger. C'est Ça de fait bonne guerre. partie du spectacle et de l'entertainment concret aussi. Il y a un entertainment business concret qui est important. Mais je pense que j'aimerais beaucoup que tous les clubs aient un stade ou une salle ou une arène et qu'il y ait des matchs aller-retour, ce serait un kiff absolu. Maintenant, c'est difficile, le modèle est difficile, le jeu appartient à un éditeur, enfin, les jeux appartiennent à des éditeurs qui ont la main mise sur les tournois. Et donc, c'est pas évident de pouvoir faire ça. Mais ça reste un rêve, vraiment un rêve, je dirais. Enfin, qu'il y ait des matchs aller-retour d'e-sport, Ouais, ce serait trop, trop bien. Bah, comme tu disais dans une autre interview, le Real de Madrid n'existe que parce que Barcelone existe. Bah, Sans ça, j'y crois fondamentalement. Hmm. Je pense que si t'as pas d'adversaire, si t'as pas d'ops, bah, c'est nul. Ouais. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi, mais de ce défi de gens qui vont venir, de nouveaux, que ce soit Gentlemates, de gens qui étaient là avant, Vitality, de gens qui sont des leaders internationaux, des T1, des G2, des Fnatic, etc. Navi. Enfin, on a besoin de ça. C'est des noms qui résonnent. Quand on commence, bon là maintenant, avec Valorant, on est habitué, mais quand on joue nos premiers matchs Valorant contre Navi, il y a un imaginaire. C'est Navi, c'est Counter-Strike, c'est des monstres du FPS. Tu dis, putain, on va en prendre plein la gueule. Et ça, c'est stylé, c'est parce qu'ils ont créé quelque chose. Tu sais que quand tu vois casser Mate, quel que soit le jeu, c'est prime time, c'est un main event. Voilà, c'est du spectacle à grande échelle. Et sinon, bah, franchement, ça va être horrible. Ah, c'est sûr, moi je le vois, ce match sur Twitch, je regarde. Hein. Bah, il y a des gens qui ne regardent que ces matchs-là. Ah non, c'est clair. Et c'est comme PSGOM. PSGOM, c'est une marque. Bah ouais. Real Madrid-Barcelone, c'est une marque. Bah, il faut que nous, on arrive à créer ces moments-là, et c'est une espèce de classico, on va dire. Mais c'est ce qui fait vivre les ligues, c'est hyper important. Et ça anime les joueurs. Dans les gros investissements, il y a aussi le KCX, tu l'as mentionné, on l'a mentionné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rentable de faire un KCX? Est-ce que c'est que pour régaler les fans, entre guillemets, ou est-ce que, voilà, de l'autre côté, ça plaît aussi à votre comptable? Alors, comptablement, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que ça peut faire monter les revenus. Ok. Ça ne va pas monter le bénéfice. C'est à peine à l'équilibre. Ok. C'est un défi de réussir des projets de cette ampleur-ci. Parce qu'à l'inverse d'un concert où il y a un artiste, nous, il faut déjà qu'on balade 50 joueurs-joueuses, plus les concurrents. Et en fait, on a des dépenses qui sont très importantes là-dessus, puis c'est diffusé. Un KCX, c'est pas comme un concert dans la salle, parce que c'est diffusé en direct. Les concerts, en général, ne sont pas diffusés en direct. Donc, il y a des coûts d'infrastructure technique, de réalisation qui sont énormes. Et donc, ce qui fait que c'est quasi impossible d'être à l'équilibre. En tout cas, c'est très compliqué. Pour avoir un ordre d'idée, est-ce que c'est plus ou moins comme le DTR en termes d'investissement ou c'est... Alors, est-ce que tu as les chiffres du DETER? Il me semble qu'il avait mentionné que c'était un peu plus de 2 millions, 2,5. J'ai en tête ces chiffres-là, à vérifier. Hein, mais, C'est 2. Ouais. Ok. 2. Je pense que peut-être DETER, peut-être que la soirée sur place coûte moins cher, Ok. mais que l'ensemble du projet DETER coûte plus cher parce que, bah, en plus, il y a tout un tas de création de contenu sur toute l'année avec beaucoup de voyages, puis il y a tous les coachs à payer. Enfin, bon, C'est vrai, j'avais il y a- même pas il y a de pensé ça. à ça. Donc, ouais. je ne sais pas s'il parle de l'ensemble, Ouais. mais oui, je pense que c'est autour de 2 millions. De toute façon, la soirée pour nous, c'est autour de 2 millions, on l'a déjà dit. Donc, Mais après, d'un point de vue ferveur, c'est exceptionnel. oui, et puis et puis c'est aussi un truc, c'est des souvenirs. Tu vois. Tout n'est pas Ouais. fait pour l'argent. Oui, bien sûr. Le KCX n'a pas été lancé pour l'argent. Tu le disais, de la base. culture, t'as envie ça- d'être une institution. enfin, Créer un ADN, et puis aussi mettre bien les joueurs, mettre bien les fans, c'est un argument d'autorité. Oui, évidemment que derrière, c'est un argument pour les sponsors, oui, c'est un argument pour vendre du merch, oui, c'est même un argument pour recruter des joueurs. On dit, tu vois les images de lui, là, qui font la foule, t'as pas envie d'être lui. Ouais. Je préfère être lui, là-bas. Tu me fais sourire quand tu racontes ça. Il est C'est super fou. fort, mais qui connaît son nom, tu vois, d'une certaine manière. Bon, évidemment, c'est des arguments qu'on essaye d'exploiter. Maintenant, honnêtement, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de tiens, là, on va se faire de l'oseille. Mais sur aucun sujet. Hein. Après, je comprends que quand moi j'exprime ça, on puisse émettre des doutes parce que normal, je suis un businessman et tout. Mais sincèrement, on ne fait pas grand-chose pour l'argent. Et quand on fait des choses pour l'argent, on sait très vite
où ça va être dépensé. Écoute, on parle pas mal, il y a pas mal de sujets là qui sont venus sur la table. Là, j'aimerais te poser quelques questions un peu au tac au tac. Donc, on va essayer de répondre là-dessus. Donc, ta plus grande fierté en tant que directeur de la K-Corp? D'être encore là en 2025. La plus grande déception dont tu peux te souvenir? Chaque défaite. Chaque défaite. La plus grande force de Kameto? Sa sincérité. Sa plus grande faiblesse? Sa sincérité. La force de la France dans le secteur de l'e-sport? Les fans. Et sa plus grande faiblesse? Tu peux On est utiliser que- un joker. Non, je dirais qu'on n'est que 60 millions. Si Ok. on était 400 millions, tu multiplies la hype par le chiffre et on est leader de très très loin. Je pense que c'est juste qu'on n'est pas un très très grand pays. C'est pas grave. Dernière question, en tout cas, pour la route. La plus grande force de Gentlemate? Squeezie. Leur plus grande faiblesse? T'as vu, il a pas redit Squeezie. Non, parce que Squeezie est quelqu'un que je respecte. Enfin, je pourrais faire un truc sur Squeezie. Mais Squeezie est, à mon sens, le meilleur entrepreneur de la creator economy. Et le deuxième ou la deuxième est loin. Alors vraiment, je suis très impressionné. On espère le recevoir un jour, alors... Je vous le souhaite déjà, vous verrez les stats entre lui et moi, ce ne sera pas les mêmes du tout. La plus grande faiblesse de Gentlemates, je pense que c'est la K-Corp. Ouh, j'aime bien. Je pense que si la K-Corp n'existait pas, Gentlemates serait de très loin devant. Mhm. Mais comme on existe, c'est plus difficile et tant mieux. Là, on va faire un petit retour en arrière sur ton parcours. Donc, tu as une vie pro qui est assez exceptionnelle, même avant la casser. Hein. Tu étais CEO d'une boîte à plusieurs centaines de salariés dans la vingtaine. Tu as revendu une start-up. On pourrait avoir envie d'aller jusqu'au bout du monde avec toi, en tout cas jusqu'au Worlds. Au boulot, parce que vivre avec moi, c'est plus dur déjà. Est-ce que tu as toujours eu cette âme d'entrepreneur depuis tout petit ou pas? Je pense pas. Je pense que je me suis jamais posé la question. Il faut aussi se dire que bon, maintenant, être entrepreneur, je savais pas que c'est sexy, mais c'est cool. Enfin, ou en tout cas, il y a eu un moment où c'est cool. Peut-être que maintenant, c'est has-been. Je commence à être trop vieux pour savoir ce qui est cool ou pas. Mais en tout cas, c'est la norme. En tout cas, c'est normal, c'est acceptable, etc. Avant, tu vois, on se disait pas, je veux être. Enfin, à l'école, personne ne disait, je veux être entrepreneur. Même au lycée, qui voulait être entrepreneur. Enfin, tu vois, je veux être chef d'entreprise, c'est bizarre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé là-dessus. Donc, non. Avec le recul, évidemment, on arrive à voir des liens logiques. Mais moi, de base, je voulais être journaliste. Ok. Puis voilà, ça a bifurqué. T'es passé de l'autre côté. Je suis passé du côté... Après, il y a des points communs, tu vois. Le côté storytelling, branding, en ça fait, vient c'est de des là. choses qui sont très liées. Et ouais, raconter des histoires, mais pas dire mentir, tu vois. Ouais. Parce que c'est... Raconter des belles histoires. Embarqué Ouais, dans je sais une pas, il y a un vision, côté ouais. storyteller, mais je pense pas que ce soit négatif, mais c'est souvent mal perçu en France. Mais juste, à un moment donné, voilà, est-ce que tu as juste envie de dire, bah, c'est quoi la Carmine? C'est un club e-sport, on joue aux jeux vidéo, super. Non, on change le monde. Mais si c'est un truc qui motive des dizaines de milliers de jeunes, principalement issus de la banlieue, Ouais. à se dire, putain, mais en fait, si lui, Kamel Kebir, si lui, Amine Mekri, il a réussi, bah, moi aussi, je peux le faire. Et c'est pour ça qu'on essaye de réunir les gens et qu'on prend des gamins de 16 ans qui viennent de Grèce, qui viennent de Macédoine, qui viennent de France, on en fait des superstars. Et by the way, on vend des dizaines de milliers de maillots et on s'amuse, même si on galère à chaque fois qu'on perd, surtout contre Gentlemates et Vitality. Bah, déjà, tout de suite, tu dis putain, il y a un truc, quoi. C'était quoi ton premier projet un peu d'entreprise ou vrai projet, on va dire, entrepreneurial? Bah, mon premier projet, c'est que j'avais tenté de lancer un site web dédié aux mangas et aux animés Ah bon? quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Et c'est un truc où tu vois, j'avais utilisé des sites préfets, tu vois, Ok, des ouais. trucs, et puis je mettais des liens. Alors, Parce que en fait, t'étais fan de manga et Ouais, d'anime ouais, à je ce suis un gros moment-là. fan de manga. C'est quoi? T'es team Naruto ou One Non. Piece? plus Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ok. Alors, je sais pas si on dit. À chaque fois que je dis Hunter x Hunter, on me dit Arthur, t'es vieux. Donc, je sais pas si on dit Hunter x Hunter. Moi, j'ai toujours dit Hunter x Hunter. Et ma génération a toujours dit Hunter x Hunter. C'est vrai? Ouais, mais bon, peu importe. Voilà, en tout cas, ça, c'est un de mes préférés. Sinon, Yu-Gi-Oh! À fond. Ok. J'ai un gros truc j'avais un gros truc, moi, maintenant, sur les mangas de sport. Donc, Slam Dunk. C'était pendant longtemps mon manga préféré. Aishid 21 aussi. Et après, j'ai eu une phase où j'étais à fond dans les mangas de bouffe. Il y a un Ok. truc qui s'appelle Yakitate no Japan, qui est incroyable. Voilà, je disais à l'époque. Nice. Mais voilà. Sinon, il y a dans les trucs hardcore, il y a Coq de combat, beaucoup le plus violent, mais très sympa. Dans Hunter x Hunter, il y a. Vous en parlez longtemps. Il y a les Hunter gourmets, je pense, dedans. Ça t'a peut-être inspiré Non, pour le coup, mais je me souviens c'est dans le test de la ref. Dans les premiers épisodes. En fait, c'est un balbutiement, mais sur le coup, Ouais. je me dis pas, je vais créer une boîte, je suis un entrepreneur. C'est juste,
En fait, c'était l'époque où, tu vois, bah, évidemment, on essayait de choper les animés, comment dire, les liens des animés sans les payer. Enfin, c'était dur. Même l'accès n'était pas... Avec les scans. Tu vois, on était à l'époque, c'était Dailymotion, 1, 2, 3 vidéos, c'était notre époque. Et donc, bah, on prenait les liens, puis il y avait des blogs, tu vois, des blogs de liens, quoi, d'une certaine manière. Et un de mes premiers trucs, ça a été de faire ça. Ah, excellent. Je savais pas du tout. Et en fait, toutes ces expériences, finalement, parce qu'après, tu as cofondé des boîtes, tu as rejoint des projets, etc. Tout ça, ça t'a mené finalement à la K-Corp. Est-ce que tu te souviens du premier contact que tu as eu avec Kamel et Amine? Est-ce que tu les connaissais déjà avant un peu, en tant que spectateur ou contact, Non, vraiment personnellement. Ah bah oui. Alors, je ne les connaissais pas du tout personnellement, mais Kamel, je le regardais depuis... bien avant qu'il soit là où il est aujourd'hui. J'étais là à l'annonce de la Kameto, de la Kameto Corp à l'époque. Tu suivais déjà à fond l'e-sport, en fait. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Et puis même, ça m'est utile parce que, tu vois, je prends cet exemple, mais il y a un truc qu'on utilise pas mal, en tout cas, j'ai voulu qu'on utilise au début, quand je suis arrivé en storytelling, c'est quand il disait, il y a un moment de vidéo où il dit, moi je vais faire tout ça, et vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais moi j'y crois. Ce truc de moi j'y crois. Et en fait, j'étais en live, j'étais devant le live le jour où il a dit ça. C'est pour ça que je connais le truc, cette mémoire visuelle, mais c'est pour ça que je peux en parler, parce que j'étais là. Donc je sais, en fait. Et c'est vrai qu'ils étaient déjà quand même bien installés dans le paysage, en tout cas d'un point de vue culturel. Ils avaient déjà... Kamel chez Eclipsia, j'ai vu en live Kenny démissionner. Quand il s'est dit, moi je me barre, c'était je sais plus quand, c'est en journée. En fait, je regarde Twitch toute la journée, et surtout à l'époque, c'était du délire. Et sinon, le premier contact, c'était une mise en relation, mais je ne les connaissais pas du tout personnellement. Est-ce que tu avais peut-être une petite appréhension, parce que c'est des personnes, justement, ça peut faire bizarre de crever l'écran, de voir des gens toute la journée, et puis de les rencontrer en vrai. Est-ce que tu avais une petite appréhension ou pas du tout Appréhension, non, mais c'était le main event de ma semaine. Ouais, ok. Bah oui. Bah ouais, tu vois, si demain j'ai un bon petit stress, quoi. Demain j'ai un rendez-vous avec Mbappé, ça va être le main event de ma semaine, tu vois. Ou Booba, tu vois. Booba, ça peut faire mon année. Pour le coup, Booba, ça fait mon année, je pense. Ah ouais? Ouais, vraiment. Si je passe 1h30 comme ça à prendre un café avec Booba, ça c'est au moins mon semestre. Écoute, on a 2-3 contacts, Arthur. Bah vas-y, on va. Franchement, je suis chaud. Donc, tu les rencontres et à ce moment, ils te partagent leur vision. Est-ce qu'il y a un point qui t'a marqué, qui t'a convaincu de rejoindre le projet? Ou tu étais peut-être déjà convaincu? Non, mais j'y suis allé, c'est dans la tête, le film était fait. Hein. C'est vrai? Oui, pas de... en fait, la seule chose qui m'a marqué, c'est que je les ai trouvés comme je les vois. Enfin, comme je les regardais à l'écran. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes des gens, notamment sur Twitch, il y a une relation un peu parasociale, para-amicale qui se crée. Et souvent, elle peut te duper sur la typologie, la personnalité des gens, etc. Là, non. Ok. Voilà. Tu sais, moi, j'imagine la scène avec un Kameto, qui est aussi un très bon storyteller, d'ailleurs. Est-ce qu'il avait, tu vois, une attente, une mission particulière en disant, écoute Arthur, moi j'ai ce rêve-là, je m'imagine les choses de cette manière-là, non? Kamel est un homme de peu de mots. Ok. Donc c'est pas trop, justement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Okay. C'est plus, tu vas le questionner et en une phrase, il va te dire, voilà, il y a ça, je vois comme ça, et c'est tout. C'est quelqu'un de très simple là-dessus, très... Okay. Voilà, pas de... pour le coup, il y a une différence entre le live et IRL. C'est que IRL, il parle moins qu'en live. Et puis, il ne te connaît pas mutique, aussi. Tu vois, mais... Il ne te connaissait pas à ce moment-là aussi. Oui, et puis je pense que, tu vois, si on lui a dit, voilà, on a quelqu'un qui peut t'aider, alors il a fait ci, il a revendu ça, il a fait machin, il doit se dire, potentiellement, je suis quand même j'ai conscience de moi et de ce que je représente. Peut-être un peu moins aujourd'hui, même si, bon, je sais pas, ça a changé. Mais j'arrive, je suis quand même le trou du cul de start-upper, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut avoir du recul sur soi et comprendre ce que notre image dégage. Ouais. Donc, voilà, on lui raconte ça, on va dire, il a dû se dire, OK, bon, attendons de voir, tu vois. Okay. Attendons de voir, parce que, bon... Il y avait combien de temps entre le moment où tu les as rencontrés tous les deux et le moment où tu as démarré la mission? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Le moment où on s'est dit go, c'était assez rapide. Le démarrage un peu plus long, mais en réalité, au départ, je faisais un peu en shadow. Le temps que 2-3 trucs se règlent. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils vivent sur des créneaux et des fuseaux horaires un petit peu différents. Et donc, voilà, il faut que le cadran ait fait plusieurs fois le tour pour, vous imbriquer, pour réussir à avoir des réponses sur certains trucs, mais c'est toujours pareil aujourd'hui.
Ok, c'est Simplement, aujourd'hui, les bureaux sont plus proches. Donc, si j'ai un truc, je vais hop là, hop par là. Mais oui, et c'est normal. Enfin, ils vivent beaucoup la nuit. Hein. Enfin, Bah ouais, le à prime fond. time de Twitch, c'est 21h. Et puis ça, c'est le point de départ jusqu'à 4, 5 Mais heures. justement, j'allais te demander, tu vois, le côté, la méthodologie de travail. Toi, tu étais en start-up, c'est quand même vachement codifié en start-up. Tu vois, les gens, ils arrivent à telle heure, ils finissent à telle heure, il y a plein de même manières de parler, etc. Est-ce que là, ça t'a peut-être un peu perturbé d'arriver dans un univers qui était peut-être hyper différent? Et quel élément est vraiment différenciant, tu vois, dans cet univers-là par rapport à l'univers que tu connaissais qui est plus start-up au préalable? Ça va parce que ma dernière startup, c'est quand même une startup de podcast. Ok. Donc déjà, il y a quand même la logique de travailler avec des créateurs de contenu d'une manière ou d'une autre, la logique de production. Donc je dirais que c'est pas non plus comment dire, un changement si drastique énorme que ça. changement, ouais. Maintenant, c'est sûr que là, on est vraiment au cœur de la créateur économie, donc c'est très différent. Sur cette partie plus de agents et compagnie, on va dire. Ouais. De qu'est-ce qui est bon pour un talent, qu'est-ce qui l'est pas. Mais globalement, au quotidien, les gens au bureau de la Carmine travaillent sur des créneaux, des fuseaux horaires très normaux. Hein. Ok. Ouais, Il y a vraiment la partie création de contenu, enfin de contenu, dès que ça touche en gros à la KTV ou à la boîte de Prime. Mais sinon, c'est très normal. Hein, les gens viennent, enfin, normal pour Paris, quoi, sur les horaires. Est-ce que peut-être que toi, justement, tu as aidé à structurer ça à un moment donné avant que tu sois là, c'était déjà aussi bien structuré, cette équipe Avant que j'arrive, il y a 3 personnes. Donc, ouais, déjà, voilà. Donc c'est toi, finalement, qui a aussi insufflé. Oui, en mais c'est partie parce qu'il y ça, a, quoi. de fait, il n'y a pas la structure. Moi, je suis arrivé pour mettre une structure. C'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens avant n'avaient pas de structure. C'est juste que c'était un modèle beaucoup plus. C'est la première. En fait, c'est un peu comme la première année d'une start-up. Les premières personnes, c'est tout le monde on fait ce qu'il faut faire. Tu vois, il n'y a pas de Bien sûr. se donner des titres, mais c'est plus pour se sûr. faire plaisir, tu vois. Toi, tu arrives, en fait, voilà, tu as ce rôle. Déjà, je ne sais même pas, est-ce que tu avais le rôle de dirigeant dès le départ, de CEO? Oui, bien sûr, Le ça CEO fait partie des rares trucs que j'ai négociés. Ok. Et quels étaient, tu vois, tes premiers chantiers, on va dire le premier mois? Tu t'es posé, tu t'es dit, ok, je vais bosser sur ces 2 points-là, par exemple? Le premier mois, le truc, c'est qu'il faut déjà faire, on va dire, l'état des troupes. Ok. On va voir tout le monde et on essaie de comprendre déjà l'historique aussi. Enfin, faut quand même se rendre compte. Les créateurs de contenu se connaissent depuis des années et des années. C'est pas juste maintenant que je prends un cas qui n'a rien à voir, mais maintenant qu'il y a Gentlemate, ça y est, Kameto et Squeezie se connaissent. Non, ils se connaissaient avant. Donc c'est un peu pareil pour la Carmine. Donc il y a plein de gens. C'est un petit secteur l'e-sport, mais la création de contenu aussi. Et donc tout le monde se connaît. Donc il faut détricoter un peu la pelote pour comprendre qui fait quoi, pourquoi, qui a des intérêts dans quoi, dans truc, c'est quoi la vision, etc. Okay. Et ça a beaucoup commencé comme ça. Et puis ensuite il y avait des trucs très pragmatiques de j'arrive en septembre-octobre, il faut signer tous les sponsors. Pour l'année et ça c'était le plus gros chantier, c'était les sponsors. De toute façon le plus gros chantier c'est comprendre, définir une vision commune et très vite impacter businessment parlant parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Pour la petite anecdote, voilà, aujourd'hui ça fait quand même un petit temps que tu travailles pour la Carmine. Qui a le plus appris de l'autre, Kamel ou toi? Ça, franchement aucune idée. Je pourrais pas te dire, il faudrait lui poser la question. Ça m'intéresserait d'avoir la réponse, mais moi j'ai beaucoup appris, donc j'espère que lui aussi. Moi je suis vraiment dans un mood où j'essaie d'être très vite le meilleur. Donc j'ai essayé très vite d'être le meilleur sur la plupart des sujets et de grind, et je continue à le faire aujourd'hui, donc probablement moi, je dirais. Ah, c'est beau. Probablement moi. Écoute, il y a un clip qui a pas mal tourné dernièrement. Au moment où on tourne, en tout cas, cette vidéo, c'est Yann Moix, si je prononce bien, l'auteur et polémiste, qui nous dit « J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue aux jeux vidéo un demeuré ». Toi, ça t'évoque quoi, ce genre de propos? Globalement, je pense que c'est pas malin, c'est pas utile, ça apporte rien. Je suis évidemment en désaccord, mais ça, c'est une évidence. Ouais, bien sûr. C'est toujours bon de le dire, mais ce que j'aime moins, c'est vraiment ce qui me dégoûte, on va dire. C'est le fait de rebondir sur un fait divers et d'en tirer des conclusions aussi drastiques. Il y a aussi des effets de génération. Dans 20 ans, tous les gens qui ont 40 ou 50 ans auront joué d'une manière ou d'une autre à un jeu vidéo, que ce soit un jeu vidéo, on va dire, hardcore gamer, casual, ou vraiment du truc sur téléphone. Mais tout le monde aura joué à quelque chose. Donc, pour moi, c'est presque un non-sujet. Ouais. Parce que
Enfin, c'est comme dire les gens qui vont au cinéma sont des demeurés, les gens qui lisent des mangas sont des demeurés, les gens qui lisent des BD sont des demeurés, les gens qui aiment je sais pas, l'art contemporain C'est sont un des peu à demeurés. chaque fois les nouvelles tendances Non, mais aussi. ça n'a quoi. aucun sens, parce que de Ouais. toute façon, tu peux pas faire une généralité comme ça. Et toi, tu vois une évolution par rapport au gaming et l'e-sport, la vision, je veux dire, des gens, du grand public sur l'e-sport et le gaming. Est-ce que sur un temps assez court, quelques années, est-ce que tu vois déjà un changement significatif? Oui, en tout cas, même parce qu'avant, moi je regardais toi, à l'époque de Melty Sport, donc ça commence à faire maintenant. J'ai pas l'impression que les gens se disent l'e-sport, c'est un truc de demeuré. Ouais. J'ai plus l'impression que les gens ne connaissent pas, ne peuvent pas imaginer que ça puisse être un métier d'être e-sportif, e-athlète, peu importe le mot qu'on porte, et que derrière le terme e-sport est très compliqué parce que là derrière ça ouvre des débats infinis sur est-ce que c'est un sport ou pas, alors que tout le monde se fout dans le secteur de ce débat-ci. Donc je pense que chaque année, il y a de plus en plus de gens qui savent que ça existe. Ok. Et ça, c'est un travail collectif. Qui savent que ça existe et qui rentrent dans le milieu. Et il y a des gens qui rentrent dans le milieu. Mais le plus important déjà, c'est avant de tout, c'est que tout le monde sache que ça existe. Et ça, je pense que c'est très très important. Ouais. Et que ça concerne toutes les personnalités publiques du secteur. Et c'est une responsabilité commune. Et ça passe par évidemment Twitter, YouTube, Twitch, LinkedIn qui est toujours sur Twitter très commenté dès qu'il y a un post qui tombe parce que c'est un D'ailleurs, monde tu c'est un monde cartonnes à part. sur LinkedIn. Ok, plus gros influenceur e-sport LinkedIn au monde, paraît-il. C'est vrai? Au monde. Ah, Au monde. on n'est pas vu Magnifique. ça. Paraît-il. Mais non, mais blague à part, le but, c'est aussi de... En fait, c'est là qu'on va chercher les gens qui peuvent prendre des décisions qui impactent positivement l'e-sport. Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, les Les sponsors, les marques. les quadras, quinquas, décideurs, comme on les appelle, ils ne sont pas sur Twitch, ou peu. Ils ne sont pas sur YouTube en train de regarder les vidéos de Kameto. Éventuellement, ils peuvent être sur Twitter, mais je pense que l'algorithme leur montre des choses. Ils doivent voir passer un truc avec 30 000 likes de la Carmine et ils doivent scroller comme quand moi, je vois un truc qui n'a aucun rapport avec moi passer, tu vois. Donc, il faut aller les chercher. Et je ne sais pas où aller mieux les chercher sur les réseaux que sur le réseau social professionnel dominant. Et donc, c'est un travail. Mais pour moi, c'est une responsabilité. Et d'ailleurs, pendant un an et demi, je ne le faisais pas. Et un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, là, tu déconnes. Et donc, je le fais. Alors après, il y a plus ou moins de storytelling, c'est plus ou moins passionnant pour les gens. Non, cool. Et puis, il y a des petites compètes maintenant qui s'installent, les fans vont analyser les posts des autres. Franchement, si après un an, mes posts font qu'il y a 2 sponsors qui signent, job is done. Il faut être Il n'y a présent, pas quoi. beaucoup plus à chercher, hein, franchement. Et puis aussi, on lève des fonds. Hein. Donc les investisseurs, ils sont sur LinkedIn. Et les gars. pour C'est comme ça revenir- que ça marche. C'est clair. Pour revenir sur le côté l'évolution des audiences, j'imagine qu'au KCX, tu as dû voir la différence, que les 5 KCX en tout, tu as dû voir une évolution de la diversité en termes d'hommes, de femmes, d'âge aussi, des personnes qui viennent avec leurs enfants. Est-ce que tu as vu vraiment cette évolution-là Bien sûr, en fait, on va chercher de plus en plus loin dans les fanbases. Ouais. Je trouve que même entre le KCX3 et le KCX4, je trouve qu'il y a une diversité beaucoup plus grande. Notamment, j'ai trouvé qu'il y avait plus de femmes au KCX4, ce qui est un grand combat, hein, qui est important pour nous. C'est aussi pour ça qu'on a une équipe féminine, pour marquer la diversité. Et voilà, moi, j'ai un plaisir à voir la diversité, mais et puis il y a ce que je vois, il y a ce que j'imagine. J'espère qu'il y a, tous les genres sont représentés, toutes les orientations, toutes les catégories sociales, toutes les provenances sociales. C'est cool. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'enfants au KCX, par exemple. Ok. Il y en a, mais pas assez. Et par exemple, nos événements à Évry, donc aux arènes dans notre stade, là, il y a plus d'enfants. Ok. Parce que c'est un truc plus local, c'est comme aller au cinéma du quartier, quoi. Et ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Et puis, les assos invitent, la mairie invite des gens, etc. Et donc, voilà, c'est très, 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 très chouette. Et puis, de voir des gens qui ont 40, 45 ans, et tu te dis, ils sont venus pour leur gamin. Mais non, ils sont venus pour kiffer. Et ça fait plaisir aussi. Voilà, donc bref, on va de plus en plus loin là-dessus. Ouais. Il y a le mais, côté de vieillir avec son audience, et en même temps, cette audience qui vieillit a des enfants, ramène leurs enfants, et ça, je pense, c'est hyper important pour vous. On va... Juste sur ce vas-y. point-ci, parce que c'est intéressant, je pense qu'un des défis de la création de contenu, enfin, toi par exemple de Twitch et de l'e-sport qui sont un peu... C'est pas tant de vieillir avec son public que d'être sûr que, comme notre public vieillit, on va pas perdre ceux qui ont 10 et 15 ans aujourd'hui. Et en fait, le vrai défi, il est là. C'est que dans 10 ans, ceux qui ont 15, 20, 25 ans suivent la Carmine, en plus de ceux qui ont aujourd'hui 25, 35 et qui vont grandir.
Donc il ne faut pas perdre les gens, mais il faut continuer d'acquérir, si je puis dire, de convaincre Ouais. les Il y a un nouveaux. double challenge mais- quelque part. Ouais, mais je pense que le challenge est plus dur vers le bas, en termes d'âge, que vers le haut. Ce que fait très bien le sport d'ailleurs. Des fans de sport, ils ont de 5 ans jusqu'à. Mais tu vois, ils ont cette difficulté sur les jeunes, paraît-il, Ok. en nombre de spectateurs. Ok. Mais tu vois, le sport, le foot par exemple, a un truc, c'est que quand les parents sont fans d'un club, souvent les enfants sont mis dans le bain. Ouais. Mais ça, c'est un énorme défi de la Carmine, de Gentlemates, de Vita, de tous les sports. C'est un énorme défi de faire en sorte que ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui vont avoir des enfants pour ceux qui en veulent et qui en auront, fassent en sorte que leurs enfants soient fans d'e-sport. En parlant de club, on va faire un petit jeu. Si tu peux prendre. On va te montrer 10 logos de clubs e-sport. Ok. On va voir ta note sur 10. Ça va un peu définir ta connaissance du milieu. Alors attends, il faut que je reconnaisse Le les logo. équipes ou que je dise ce que je pense de chaque logo. Non, 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 non. On te demande juste le Vous allez nom. me foutre dans la merde Le avec nom. des clubs d'un coup. c'est Non, pas non, bien. non, non. Juste le nom. Juste le nom. On te fout pas dans la merde. Après, si tu veux dire un petit mot Non, pour TikTok. non. Ok, Alors, c'est je vais parti. me faire insulter. On commence. Ok, Tu l'as? Team Liquid, ouais, Ok, parfait. facile. Les historiques, 20 ans au compteur. Guild, e-sport, Parfait. Undead Thieves. Team Spirit, donc. Est-ce J'en que tu signé as un joueur de 9 ans, d'ailleurs, si j'ai bien suivi. Attention, le prochain, il est très compliqué. Très très difficile. Très compliqué. Ah ouais, ok. Tu l'as pas celui-là. Je crois que c'est... Je pense que tu peux je crois passer que c'est- directement. c'est Cloud9, je crois. TSM. Ok, ok. Là, on est sur un perfect. Hein. Ah, difficile celui-ci aussi. La vie, On arrive. Est-ce que tu vas faire un Normalement. perfect de chez perfect? fanatique. Bon, celui-là, tu devrais sécher aussi. Je ne prononcerai pas leur nom. C'est Ah, comme c'est- Voldemort. Team Vitality. On ne prononce pas son nom. Non. Et un dernier Et pour le- la route. Nip, Exactement. Ninja in pyjamas. Bah écoute, tu as 10 sur 10. ça va. Je peux, Écoute, je peux il y aura continuer à rester dans le secteur. Il y aura personne va un me- jeu un peu plus compliqué Ah. après. Là, c'était pour te mettre un peu dans C'était pour mettre dans l'ambiance. Écoute, il y a une question par rapport à ça. Donc, on a nommé quand même là 10 clubs e-sport à l'international. Parmi ces teams, mais il y en a peut-être d'autres aussi, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent en termes de business, mais en termes aussi de portée, de culture, vraiment dans le milieu de l'e-sport? Je pense que je pourrais te donner un truc qui m'inspire sur chacun des 10 Ouais. logos. C'est vrai? Ouais. Et là, qu'est-ce Franchement. qui te vient à l'esprit? Parce qu'on va pas. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a des clubs, tu vois, par exemple, même Gentlemates m'inspire à Ok. certains égards. Hein. Et tu as des exemples Je trouve que G2 est très très fort, notamment sur la partie sponsoring, sur leur modèle qui fait qu'ils ont un modèle commercial hyper puissant, mais aussi sur leur capacité à avoir des performances. La moyenne des performances de G2 sur tous les jeux est impressionnante. Et ça, c'est très très inspirant. Je trouve que Vitality, par exemple, malgré le fait d'être là depuis longtemps, d'être challengé par des nouveaux arrivants très forts comme la Carmine ou comme Gentlemate, je suis assez impressionné de leur résilience, de leur capacité à repartir au front et à rester quand même dans les dominants. Ils gagnent sur CS, ils ont gagné sur Valorant, enfin ils sont sur Rocket League, ils sont contre nous quasiment à chaque fois en finale, ou en tout cas on se joue dans le top 4. C'est assez impressionnant. Moi je trouve que Gentlemates doit nous inspirer sur la création de contenu, tout ce que Squeezie peut apporter aussi dans des contenus qui sont extra-sport, enfin e-sportainment on va dire. C'est super puissant. Ils vont vite, hein, je trouve, en termes de développement. Ouais, de toute façon, c'est la règle, c'est en gros, Carmine va faire 2 fois plus vite que Vita, Ouais. Gentleman va faire 2 fois plus vite que Carmine. C'est un peu, tu vois, ici, Ouais. il y avait un énorme truc qui arrivait de nulle part, avec des gens très puissants, il ferait peut-être 2 fois plus rapide que Gentleman, parce qu'en fait, déjà la trajectoire, elle est écrite. Nous, on a beaucoup, par exemple, ne serait-ce que Vita, il y a des choses qu'ils ont tentées, que nous savons qu'il ne faut pas faire, ou que nous ne voulons pas faire parce qu'ils l'ont fait. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être que nous, on aurait voulu le faire. Et le Donc, secteur est plus structuré aussi. Ouais, bien sûr. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, en France, c'est la boîte e-sport la mieux structurée en interne, par exemple. Il doit y avoir des soucis, hein, évidemment. Mais voilà, c'est quand même une organisation qui est forte. Il y a plein de choses hyper inspirantes. Les Américains, ils sont super bons en storytelling. Puis ils osent faire des trucs. Ils rachètent des boîtes de trucs de tech et tout. Enfin, ils sont... Ah ouais, ça, je suis pas du tout au courant. Team Liquid a des trucs digitaux Ok. très forts. En lien avec l'e-sport ou Ouais, même bien pas sûr, bien sûr. spécialement? Ok. Tu as des exemples qu'on se représente? Des trucs genre Liquipedia. Ok. Ah ouais, ok. C'est- J'avoue. et ils ont des, tu vois, Giantix, ils ont racheté une petite start-up de training pour un peu le grand public.
C'est hyper intéressant. Ouais. On est dans un modèle compétitif, mais on n'est pas compétitif que sur l'e-sport, enfin que sur les matchs. On est compétitif sur les stratégies, on est compétitif sur le commercial, sur le merch, sur même des choses complètement innovantes, les events. C'est pour ça que j'espère que tout le monde va se lancer et faire plein de trucs, parce que on est meilleur sur les réseaux sociaux maintenant que Gentlemate est venu et fait des chiffres. Ouais. On se dit, ok, c'est pas juste, on va être les meilleurs en faisant, je ne dirais pas le minimum parce que c'est pas ce qu'on pensait, mais dans tous les, tu sais, il y avait un peu ce truc aussi de dans tous les cas, on va faire des chiffres. Ouais. Mais là, on doit les battre, tu vois, là-dessus aussi. Et chacun s'inspire aussi. Ouais, et puis je pense qu'on est inspirant pour les gens. En parlant de club, on va parler d'un sujet qui est important et je sais qu'il vous tient à cœur. Il y a certains clubs dans le passé, et pas spécialement dans ceux qu'on a cités, il n'y a pas de transition comme ça, mais qui n'ont pas toujours été hyper exemplaires dans la gestion des joueurs, que ce soit la santé mentale ou des contrats un peu bizarres. Je sais que vous êtes très bon dans la gestion. Enfin, vous essayez en tout cas d'être très bon là-dessus et que vous essayez de vous améliorer. On veut s'améliorer, Ok. mais on n'est pas historiquement très bon. Ok. Voilà. En tout cas, c'est très complexe d'être très bon. Ouais, ouais. Et vous visez à être bon là-dessus. Nous, ça nous intéresse. Quand vous signez un joueur, est-ce que vous lui proposez d'office un accompagnement spécifique au-delà de la performance pure et dure? On n'a pas la capacité de le faire parce qu'on a beaucoup de joueurs et joueuses et de coachs. Et on n'a pas la capacité. Maintenant, on a sur la quasi-intégralité des rosters des accompagnements en performance. Ok. Notamment les rosters, on va dire les rosters qu'on appelle élites internationaux, donc VCT, LEC, Rocket League et compagnie. Nous, on n'est pas en capacité d'accompagner sur l'intégralité des domaines tous les joueurs, comme on devrait le faire dans un monde idéal. Maintenant, ils ont aussi des agents qui sont là pour ça. Moi, j'aimerais parfois que les joueurs investissent plus sur eux-mêmes. Ok. Quand j'apprends que des joueurs de foot ont des coachs personnels, pas forcément de jeu, tu vois, pas de stratégie, mais de sport ou autre, je pense qu'il y a aussi des choses qui devraient venir plus d'eux et d'elles. Ok. Mais ça va venir et c'est une question de temps et puis de ressources aussi, de moyens. C'est pas à la portée de tout le monde. Ok. Mais donc voilà, on essaye de s'améliorer. On a lancé notre pôle perf en 2024, avant il n'existait pas. Qu'est-ce que tu entends par performance? Performance, ça veut dire qu'on va essayer d'accompagner sur l'ensemble des pans fondamentaux hors jeu, Hors jeu. hors gaming. Qui est ça, l'attribution des coachs et des assistants coachs, du coaching staff. Et donc, ça va être le sommeil, ça va être la nutrition, ça va être le sport, ça va être la santé mentale, ça va être la création de process, d'habitudes avant les games. Mais ça peut aller de simplement qui s'échauffe. Hein. Ouais. Enfin, c'est vraiment à la fois basique et ça peut aller très loin, mais... Genre visualisation. Bien sûr, il y a des ce trucs genre de de choses, visualisation. On essaye de tester. Ouais. Depuis cette année, on fait des prises de sang sur certaines équipes. C'est ce qui se fait dans les autres sports, même si c'est pas trop communiqué. C'est ça. L'ophtalmologie, par exemple, depuis cette année, les équipes majeures élites chez nous ont passé une batterie d'entretien, enfin de tests ophtalmo. Et mais c'est la première année où on fait. Hein. Je sais même pas si les autres clubs le font. Et là, ça fait combien de temps, tu dis, que vous avez mis en place? On a commencé en 2024. Ok. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez remarqué des différences un peu notables? Vous avez réussi à mesurer en fait la différence? Ce n'est pas seulement lié à ça. Ouais. Mais on peut pas me retirer de la tête que si on a le pourcentage de succès qu'on a en 2025 pour l'instant, ouais. C'est peut-être qu'on n'est pas, peut-être que ça a forcément un impact quelque part. Ouais. Les mercatos ont été très bien faits, mais parce que en fait dans tout ça il y a aussi le processus de mercato qu'on a complètement revu, qu'on améliore chaque année. Ouais. Et voilà, mais je pense que C'est un tout. ça peut pas ne pas avoir d'impact. Enfin, je peux pas croire une seconde que ça n'ait pas d'impact. Ouais. C'est pas juste du hasard. Tu peux pas être performant sur 6 équipes par hasard, c'est pas possible. À quoi ça ressemble une semaine type d'un joueur? Est-ce qu'il y a une semaine type en fait? Non, pas vraiment. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'entraînent 6 jours par semaine, minimum. Certains, c'est 7 jours sur 7. Ok. C'est plus ou moins combien d'heures Faut imaginer que je vais vous parler des équipes, on va dire LEC, VCT, qui sont peut-être les plus structurées chez nous. Même s'il y en a que c'est un peu différent, mais on va partir sur ça. 6 jours par semaine, 1 jour off. En off, en général, en plus, ils jouent eux-mêmes, donc voilà. Ils ne devraient pas, mais après, voilà. Ça va commencer vers midi, je pense, où ils vont manger ensemble et ils vont faire tout un tas de choses de cohésion pendant le repas ou avant le repas. Ou, voilà. Ça, c'est cadré, en fait. Ouais, c'est cadré. Ça fait Alors, en gros, partie à du partir travail. de midi, c'est cadré. Sachant qu'entre 10h et midi, ils peuvent avoir des activités individuelles. Ça va être des cours d'anglais pour ceux qui ont besoin, ça va être aller à la salle pour d'autres, ça va être un truc d'étirement. Enfin, ça, c'est, on va dire, il y a plus ou moins il y en a qui vont juste venir au bureau et chiller, il y en a qui vont venir au bureau et s'échauffer et jouer. Mais bon, à partir de midi,
le spectacle de l'entraînement démarre, Ouais. moment tous ensemble, etc. Ça mange, etc. À partir de 13h, 13h30, il y a ce qu'on appelle les scrims, donc ce sont les entraînements. Les entraînements, ce sont des matchs qui sont joués contre des équipes du même niveau, que ce soit de la même région ou d'ailleurs en fonction de la latence. Ils vont, sur certains jeux, c'est 7 matchs, sur d'autres, ça va être 5. Ça dépend, avec à chaque fois, après une match, une pause, ils vont review la game. Ok, qu'est-ce qu'on veut tester sur la game d'après? Bon, tout ça. Et donc, ça termine vers 20h, je pense. 20h, 20h30. C'est solide Ah ouais, non, mais c'est bonne hyper journée. intense. Hein. Ouais. Parce qu'en général, quand on dit aux gens, oui, ça commence à midi, tout le monde se fout de la gueule des gens. Vous foutez rien, mais pas du tout. Les matchs, les entraînements finissent à 20h. Parfois, il y a des night blocks. Les night blocks, c'est un entraînement supplémentaire. Donc, ça va être 2 matchs qu'on ajoute, qui sont de 21h à 22h ou de 20h30 à 22h. Sachant que s'il n'y a pas ces night blocks, on leur demande de faire de la solo queue. Solo queue, c'est juste, ils vont jouer. Ok. Mais ils doivent jouer, ils ont des objectifs de solo queue par jour. Il faut vous dire, un joueur de League of Legends de LEC joue à minima 10 matchs, enfin 10 games, en gros. Allez, 7 à 10 games par jour minimum. Plus tout ce qu'il y a autour, le review, C'est ça. l'entraînement, ouais, donc c'est huge, quoi. C'est Ouais. peut-être une question un peu con, tu vois, mais pourquoi faire tout en décalé? Tu vois, est-ce que c'est juste structurellement dans ce milieu-là, ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une raison? Alors nous, déjà, il y a un truc, c'est qu'on joue, comme on est un club populaire, les éditeurs et les organisateurs nous mettent toujours dans les derniers matchs. Ok. Donc la plupart de nos matchs se jouent à 20h, 21h ou 22h. Donc déjà, en fait, il faut que les joueurs sont entraînés à avoir des moments de performance tard. Ok. On n'a rien à foutre qu'ils soient bien réveillés à 11h. C'est pas mon problème. C'est vraiment habituer Bah oui, c'est- les mécaniques, le cerveau, etc., à être performant à la bonne heure. Donc il faut jouer à ces heures-là. En tout cas, il y a une structure particulière autour de ça. On est plutôt sur des jeunes et que entre commencer plus tôt et finir plus tôt ou commencer plus tard et finir plus tard, le choix est vite fait, mais Ça les arrange. on est tous pareils là-dessus, je pense. Quand tu es arrivé, est-ce que c'était structuré de cette manière-là, leur journée ou... En fait, Ou pas. la difficulté que j'ai à répondre à cette question, c'est que je veux pas que ça donne l'impression que parce que je suis arrivé, j'ai changé ces choses-là. C'est la société a grandi et mon arrivée est un moment dans le fait que la société grandisse. Mais non, ça ne ressemblait pas à ça. Et parce que la société ne ressemblait pas à ça. Enfin, on était juste en LFL, sur TFT, et il y avait une équipe Rocket League. Il y avait une petite équipe Valorant aussi. Mais c'est normal, c'était le début, Bien en sûr. fait. Simplement, on apprend. Et chaque année, la règle, c'est de se dire, il faut que tous les 6 mois ou tous les ans, on regarde en arrière et qu'on se dise, mais on était vraiment des clowns avant. Et ça se matérialise comment? Évidemment, il y a cette En performance. 2023, Ouais. on va en VCT. On n'a pas de bureau à Berlin. Ok. On envoie les joueurs. On envoie les joueurs. Il y a un team manager, mais juste on les envoie avec le coach. Ok. On les envoie. Il n'y Et- a même pas de coach perf. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accompagnement. Waouh. La bouffe, c'est YOLO. Tout est YOLO. Littéralement, on leur a donné des clés de bagnole et on leur a dit, Ils sont partis en colo. maintenant, ça, c'est vos voitures pour aller à l'entraînement. J'avoue, ils sont partis en colo. Ça. Non, mais ouais, mais C'est le c'était bon ça. Et truc, puis en ouais. plus, c'était 3 mois. Ouais. Donc il n'y avait pas de bureau. C'était vraiment la colo. Bon, voilà. Quand je pense à ça, Est-ce que tu J'ai à la- regrettes j'ai- un peu ou tu te dis que c'était le meilleur moyen pour y aller? et on n'avait pas les moyens. Malheureusement, les gars. Il n'y a pas le choix, c'était comme ça. Mais donc, on est bien là, tu vois, parce qu'on grandit. Et même 2024, je me dis, putain, mais tu vois, on était un peu des clowns sur des trucs et tout. Ouais, Maintenant, on est ouais. meilleurs. En 2024, les joueurs, ils dormaient dans des chambres étudiantes. Ils n'avaient pas d'ordi dans leur chambre. Ils n'étaient pas dans des conditions optimales pour que la nuit, par exemple, soit bonne. Ils dormaient mal, nos joueurs. Et c'était pas que de leur faute. Pas que de la nôtre. C'est pas que voilà, donc maintenant on a des bons, ils vivent dans des bons appartements maintenant. Enfin, mais c'est normal en fait, on grandit en fonction des moyens et puis on découvre et on apprend. C'est un apprentissage et c'est pas grave. Aujourd'hui, devenir un athlète e-sportif, ou en tout cas, voilà, même streamer, même créateur, mais là, on va se concentrer sur le côté e-sport, c'est devenu un rêve pour plein de jeunes. Est-ce que tu as un peu des conseils à donner à ces jeunes qui ont les étoiles dans les yeux quand ils regardent vos joueurs? Est-ce que c'est un choix de carrière comme les autres? Est-ce que Enfin, je suis curieux de ton avis là-dessus. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Enfin, en fait, c'est difficile. C'est comme quel conseil on pourrait donner à un joueur qui veut être le joueur de foot pro, quoi. Ouais. Bah, il faut être le meilleur. Et il faut avoir un peu de chance et tout parier là-dessus. En tout cas, arrêter ses études avant d'avoir un contrat à long terme dans une orgue sérieuse, en ligue sérieuse, c'est une connerie. Mhm. Je peux pas dire Ça autre répond, chose. ça répond. Je peux pas décemment dire autre chose. Maintenant, si tu as un talent extraordinaire, que tu es un joueur, une joueuse, tu as un talent extraordinaire sur un jeu, que tu perfs, et ça se voit, les ladders, les classements, ils sont publics, hein, donc tu sais si t'es bon ou t'es pas bon.
Ouais. Mais il faut être tchal, quoi. Voilà, c'est tout. C'est radiant, c'est c'est clair. tchal, c'est dans les meilleurs. Et puis participe à des premiers tournois. Fais des trucs. Avant d'arriver dans l'élite, Ouais. fais des trucs. Teste et machin. Et ensuite, t'inquiète, si t'es bon. S'il y a vraiment un truc dont je suis sûr, c'est que quand t'es bon dans cette... On te dans- voit. On te signe. genre vraiment, il y a On te tellement de clubs. signe. Il y a tellement de clubs. Et puis, il faut commencer quelque part. Ouais. Tu vois, les gens, ils regardent Caliste aujourd'hui, mais Caliste, il n'a pas commencé à la Carmine. Hein. Ah, Il a fait ses... Il a fait ses preuves. Ouais. Il a fait ses preuves petit à petit. Il a montré Vladi. Vladi joue en LEC. Il y a 1 an, il jouait son premier split dans une ligue, on va dire, alors majeure, dans une ERL majeure. Mais avant, il avait fait la ligue grecque. Ok. Voilà. Et vous l'avez vu et vous l'avez signé. Alors moi, je n'ai rien vu. mais la data analyse plus les coachs l'ont vu. Et voilà. Et c'est des parcours. Mais il ne faut pas mentir. C'est pas un truc de fais pareil. Ça n'existe pas. C'est du bullshit. On a parlé de la gestion de la performance et donc aussi de la santé des joueurs. Il y a un point qui est quand même assez important, c'est au niveau de la gestion aussi en tant que dirigeant, comment tu gères certaines situations, parce que c'est un monde qui avance vite, il y a quand même pas mal de pression. C'est à quel moment que toi, tu dirais que tu as ressenti le plus de pression? Si à un moment, voilà, j'imagine que ça a dû arriver. Bah, ma pression, elle est financière. Hein. Ok. La seule pression, c'est les longues nuits à ne pas pouvoir dormir parce que je ne sais pas comment payer les salaires. Ok. Mais ça, c'est ma vie depuis bien avant la Carmine. Hein. C'est le principe d'être entrepreneur. Mais il n'y a pas plus grande pression que ça. Toi, tu te sens stressé au quotidien Là, ça va. Ouais. Mais oui, il y a eu des moments durs. Ok. Et quand tu parles avec d'autres dirigeants même de clubs majeurs, hein, Ouais. ils disent « Ouais, mais moi, ça m'est arrivé en 2017, en 2018. » Et comment tu fais dans ces cas-là Et ils s'en souviennent encore. pour garder la face? Parce que toi, tu dois motiver les équipes, tu dois rassurer les Ouais. sponsors. En même temps, tu dis, tiens, dans que 2 t'as des semaines, j'ai plus de routines cash. Poker face. Poker face. Poker face. Ça se trouve là, j'ai un Peut-être- énorme Peut-être que la bad carte- buzz et vous ne le savez pas. Tout est possible. Mais non, en fait, c'est ma responsabilité, c'est mon métier, je suis payé pour ça. Ouais. Et c'est ce que les gens attendent et que je me dis juste que si moi je le montre, ils vont pas pouvoir performer. Mhm. Et qu'en fait, j'ai besoin pour... Souvent, la réponse au problème, elle est dans la performance de tous les collaborateurs, de tout le monde. Hmm. Et donc, si moi, je commence à distiller le doute et l'inquiétude, voilà, mais ça m'est arrivé, alors pas la Carmine, mais dans ma carrière, d'avoir des moments où vraiment je sais qu'on va pas pouvoir payer les salaires. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, machin. Bon, à chaque fois, j'ai réussi à trouver des solutions. Mais c'est ça le fardeau, je dirais, un grand mot. Hein. Ouais. C'est ça le prix à payer de l'entrepreneuriat. Alors évidemment, on t'en parle pas sur... ça fait pas les TikTok, ça, mais c'est pas ça qui va te rendre riche de l'immobilier locatif et des revenus passifs. Mais c'est ça voilà, la réalité. Et ça, il n'y a pas de plus grand stress que ça. Et c'est pour ça qu'à côté, tu vois, les réseaux sociaux, les machins, les trucs... En fait, tout est relatif parce que parfois, on va te casser les couilles sur un sujet, mais tu as envie juste de prendre le truc et de dire, les gars, là, mon focus, c'est payer les salaires. Ouais. Alors juste vraiment... Et tu sais, allez, cette pression, c'est quand même important d'arriver, et même c'est intéressant de comprendre comment un dirigeant comme toi arrive à gérer ça. Est-ce que tu as une méthode? C'est con, est-ce que tu vas aller courir? Est-ce que tu mets ta tête dans l'eau froide? Est-ce que tu vas parler Je cours nu Tu après vas- avoir mis, un peu après m'avoir mis Nutella. la tête dans l'eau froide. Non, après, chacun a ses propres trucs et son propre équilibre de vie Ouais. et trouve des solutions. Et puis voilà, solutions variables selon les âges et selon les timings. Et ce qui compte, c'est de trouver le truc et, si possible, que le truc ne soit pas quelque chose qui est blessant pour autrui. Ouais. Parce Ok. que forcément, il y a des gens autour de nous. Hein. On n'est pas... Bien sûr. Et toi, tu n'es pas suivi aussi par des perf coachs ou des Non, coachs alors quelconques pas les perf coachs de la Carmine, mais moi, la santé mentale, c'est un sujet important pour moi, en Bien tout cas, sûr. qui compte. Ouais. J'essaye de le distiller dans les interviews, dans les trucs, parce que je me dis que si les gens qui donnent l'impression de réussir des trucs en parlent, peut-être que ça peut permettre aux gens de se dire que c'est normal d'aller consulter, par exemple. Moi, je suis en psychanalyse depuis 6 ans. Ok. Ça se passe bien, ça a changé ma vie. Et ça permet de trouver un équilibre. Je pense que c'est important de le dire. en fait. Et un beau message. voilà, mais c'est nécessaire. Ouais. Et après, c'est un budget, c'est un investissement. Alors, quand on est jeune, je crois qu'il y a du soutien de l'État. Enfin, je ne connais pas les détails, évidemment, mais voilà. Et puis sinon, il y a des fils santé, des numéros de téléphone. Nightline, qui est un partenaire de la Carmine, une association. Fil Santé Jeune, je ne connais pas les numéros, j'espère que vous les afficherez en bas aussi. Je me mets une pression, comme ça vous êtes obligé de le faire. et voilà, mais c'est hyper important, et je pense que le sentiment dépressif, le mal-être,
le désalignement entre ce qu'on voudrait être, ce qu'on est, ce qu'on perçoit de nous-mêmes. C'est des sujets qui sont fondamentaux et moi, je les traite personnellement en ce qui me concerne et ça m'aide beaucoup. Ouais. Et je pense que je ne pourrais pas être, enfin, je n'aurais pas pu être CEO de la Carmine si je n'avais pas eu cet accompagnement avant, pendant. C'est hyper important. Impossible, mais littéralement impossible. Je vous dis, c'est trop. Ça aurait été trop pour moi parce que c'est quand même du grand n'importe quoi parfois. Et voilà, donc Et la je suis pression, content de elle vient- l'avoir vécu comme ça. C'est important de le dire, et la pression, tu le disais, elle vient des finances, c'est un monde qui n'est pas facile, etc. Mais aussi du fait que tu as une présence quand même publique. Voilà. Et est-ce que tu savais que ton rôle, il allait être autant exposé au départ? Est-ce que c'était écrit dans les petits... Bah non, parce que je devais pas l'être public. Raconte-nous alors, qu'est-ce qui s'est Je ne passé? devais pas l'être. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, déjà, tu peux pas avoir le terme CEO à la Carmine sans être public. Ouais. Parce que sinon, déjà, tu vas être responsable de tous les maux, de tous les problèmes. Tu vas être la face invisible qui manipule et qui casse l'ADN. Donc, je me suis dit, bon, ça va être difficile. Et ensuite, je me suis surtout dit, bon, en fait, le problème, c'est qu'il y a des trous dans la raquette en termes de communication. Et il faut quelqu'un pour porter certains sujets. Plus, comment je lève des fonds, comment je signe des deals si il n'y a pas la personne publique qui va donner envie aux gens de voir et puis de porter un autre discours. Je reprends le cas, on parlait de LinkedIn, mais ce que je raconte sur LinkedIn, c'est inimaginable d'avoir Kameto qui le dit sur LinkedIn. Enfin, vous imaginez, ce serait lunaire. À 2 heures du matin, Pas, non. le poste à 3h du mat, c'est qui ça? Mais, oui, mais tu vois, bon, il faut l'écrire, il faut avoir l'envie, puis même le fond. Enfin, tu imagines, ça serait n'importe quoi et ce serait un bordel sans nom. Donc, on peut pas faire ça. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il le fallait, tout simplement. En tout cas, c'est ma conviction absolue. Que par ailleurs, je ne crois pas être trop catastrophique sur le sujet. Ça aide. Et puis que j'avais le cuir suffisamment épais, l'armure suffisamment rembourrée pour tenir le choc des hauts et des bas quand il y en a eu. Et puis voilà. Ça s'est fait naturellement aussi. Hein. T'as déjà un peu regretté d'avoir fait un tweet ou un truc où tu t'es dit, ouais, il était peut-être un peu tard. Regret, non. Formulation, pas idéale, pas parfaite, oui. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose que... Parce que c'est tellement dur de savoir comment les choses vont être perçues. C'est tellement impossible de voir comment l'autre, avec son regard, va prendre le truc. Parce qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on ne dit pas. Ouais. Et ce qu'on ne dit pas, parfois, le fait de ne pas l'avoir dit... Non. Donc, bon, c'est tout un bordel. Je pense que ça n'a pas été parfait, parce que ça ne peut pas l'être. Mais j'aurais signé. Si on m'avait dit, voilà, il va y avoir cette interview-là en 2025, et voilà tout ce qui aura été accompli, et voilà le contexte dans lequel tout ça aura eu lieu, etc., je signe tous les jours. Je n'aurais pas cru une seconde qu'on aurait pu faire autant Tant de choses. plutôt aussi bien, aussi vite, que personne n'ait encore brûlé mon appartement. Donc c'est bien. On a une question d'un fan de la Carmine pour Oula. toi. D'un fan... Ouais, salut, donc moi je suis vraiment un grand fan de Carmine Corp et je voulais savoir s'il y avait vraiment des tensions entre Gentlemate et Carmine Corp et si vous étiez content de ce que font Elidia et Fugu comme ambassadeurs. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites et voilà. Là, je sais comment m'en sortir. Il m'a dit, il y a une question. Sauf qu'il n'y en a que 2. Donc je vais choisir celle à laquelle je réponds. Donc Elidia et Fugu, on est hyper contents évidemment. Ils sont incroyables, ils sont géniaux, ils sont investis, ils sont passionnés. Surtout, c'est des fans, Carmine. C'est ça que j'aime beaucoup. Et on essaye chaque année de leur donner de plus en plus d'ampleur, au point où aujourd'hui ils sont co-casteurs officiels de chacun à son équipe. L'équipe Challenger France pour Fugu et Valorant Game Changers pour Elidia. Je suis ravi de ce qu'ils font, je suis bluffé par ce qu'ils font, je suis bluffé par principalement, Fugu est super, mais par la force aussi d'Elidia par rapport à tout ce qu'elle subit sur les réseaux. Mais bon, comme toutes les femmes, malheureusement, sur les réseaux, c'est horrible. Et elle a tout mon soutien pour ça, et je la trouve d'une force folle. Et voilà, c'est bluffant. Et j'espère que ça n'impacte pas trop et qu'elle ne va pas arrêter un jour à cause de ça. Et sinon, les deux, ils sont talentueux et ils sont vraiment meilleurs. Je regarde même en qualité de cast, ils sont vraiment meilleurs. Et ils ont cette folie qui est différente de celle de Kamel, qui est complémentaire, qui, je pense, est un moyen d'attirer des gens plus jeunes. Et j'adore ce qu'ils font. Et donc voilà, mais ça vaut aussi d'ailleurs pour tous les casteurs hein, qu'on cite là. Et puis d'ailleurs, je le précise, ça vaut surtout pour tous les sujets, parce qu'on parle de santé mentale, mais je trouve que la manière dont les femmes
sont traitées sur les réseaux sociaux, la manière dont les personnes trans sont traitées sur les réseaux sociaux, la personne dont les personnes homosexuelles sont traitées sur les réseaux sociaux, dont les personnes qui sont victimes de grossophobie, de racisme. C'est absolument répugnant et j'espère qu'un jour on trouvera une formule pour que ça s'améliore parce que c'est tous les jours, c'est quotidien, on le voit. Surtout dans l'e-sport, et- c'est assez... En fait, ce qui est terrible, c'est que j'aimerais me dire que c'est que dans l'e-sport. Ouais. Et en fait, c'est pas le cas. C'est sociétal. C'est qu'en fait, on Ouais, n'est que le réceptacle Mhm. de tous ces sujets. Évidemment, je n'ai pas cité tout, les victimes de tout, hein, mais je déteste cette haine en ligne. Je la trouve à chier et ça n'apporte rien. Et voilà, chacun a sa propre vie, ses propres choix. Et voilà, ça me paraît important de le dire. Mais comme je ne suis pas un salopard, je vais répondre à la question sur Gentlemates. Donc, il n'y a pas de... Sache que j'allais pas te relancer dessus. Mais bon, Mais je merci, vous dois... Arthur. Vous m'invitez pour une première, je vous dois un show Merci. qui fait quelques likes. Je ne suis pas Squeezie, mais bon, quand même. Il n'y a pas de tension particulière, au-delà du fait qu'il y a... c'est une compétition. Et c'est une compétition sur tous les terrains. Donc c'est une compétition, on doit les battre sur tous les jeux. Voilà. C'est le match à ne pas perdre sur tous les jeux. Donc il y a une compétition. On doit aussi compétitivement, que ce soit d'un point de vue business, que ce soit d'un point de vue merchandising, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, tout ça, sur tout ce qu'ils font, ça nous challenge. Donc c'est une compétition. On doit être les meilleurs et ils nous aident, en fait, par tout ce qu'ils font, à être meilleurs, à me poser des questions, à me dire, OK, voilà, mais même avant qu'ils arrivent, quand ils étaient SBG, évidemment, on avait quelques infos sur tout ça, on savait qui était derrière. J'ai pris très au sérieux depuis le premier jour. Il n'y a pas un jour où je ne les ai pas pris au sérieux. Quoi qu'on m'en disait de l'extérieur, quoi qu'on m'en disait sur non, mais de toute façon, je les ai toujours pris au sérieux. Donc oui, il y a une tension compétitive. Maintenant, j'ai fait l'émission avec Gotaga, ça s'est super bien passé. Kamel et Gotha, ils jouent ensemble. Ils se connaissent depuis des années. Il y a eu peut-être des incompréhensions à certains moments, mais c'est normal. Ils arrivent dans un écosystème, puis nous, on est en place. En fait, je dis, la métaphore que j'aimerais utiliser là-dessus, c'est il y a deux pierres. À un moment, ça se frotte un petit peu, c'est normal. Et une fois que tout le monde a trouvé sa place, c'est bon. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, on est sur de la compète qui est normale. Et ensuite, il y a le banter sur les réseaux où là, toujours parfois, c'est normal, il faut qu'on adapte un peu notre manière de faire pour bien faire les choses. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait plus de conflits que celui qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a eu des incompréhensions à certains moments et elles ont été en fait précieuses parce que ça nous a permis de purger très vite les sujets. Et puis après, j'espère qu'eux, ils se disent sur leur WhatsApp privé qu'ils sont meilleurs que nous sur ça, qu'ils vont nous battre sur ça, mais aussi qu'ils disent, putain, t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est trop fort. Et ben nous, on fait la même chose, on regarde. Mais je fais la même chose sur Vitar, hein, et je fais la même chose sur G2. Et voilà. De la bonne compétition, quoi. Il faut que ce soit sain. Et je pense que chaque jour qui passe, ça l'est de plus en plus. Parce qu'on est juste des professionnels du storytelling, de l'entertainment et de l'e-sport qui doivent se battre pour être les premiers. Et on va juste continuer comme ça et ça va être très cool. Pour revenir sur la stratégie des co-casters et des ambassadeurs, est-ce que vous aimeriez avoir plus de personnes qui incarnent la Carmine? Est-ce qu'il y a un plan là-dessus? Pas particulièrement, parce qu'en fait, je pense que cette incarnation, elle est aussi portée par les joueurs, les joueuses. En fait, ce qui compte pour nous, je crois, après, ce serait une question à poser à Amine et Kamel, parce que je ne représente que ce que je représente, c'est que l'identité de la Carmine dépasse la valeur individuelle des fondateurs. Je pense que ça, c'est probablement, si ce n'est pas encore le cas, notre future plus grande réussite, et si c'est le cas, notre plus grande réussite. C'est de se dire que la Carmine, c'est pas juste le club de Kamel, ou le club d'Amine, ou le club de Kamel et Amine. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est là où on va dépasser le cadre d'un simple club de créateurs de contenu. Je crois qu'on n'est plus un club de créateurs de contenu. Ouais. J'ai cet espoir-ci. On est un club heureux d'avoir comme fondateur des créateurs, qui nous donnent beaucoup sur plein de sujets, qui crée beaucoup de hype sur plein de sujets, mais je crois qu'on vaut plus encore que ça, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, à eux. Ouais. Et d'ailleurs, actuellement, la communauté est quand même majoritairement francophone. Ouais. Est-ce qu'il y a un plan, justement, d'aller à l'international un jour, qui pourrait être lié, justement, à avoir des personnes créateurs de contenu à l'international qui représentent les couleurs de la Carmine? Alors, il y a une volonté de s'internationaliser, mais en restant francophone. Comme le Real est espagnol, le Bayern est allemand, le PSG est français, je vous en passe, le Juventus est italien, Ouais. etc. On ne veut pas s'européaniser en perdant nos racines francophones. Dès qu'on fait un truc qui va vers l'inter, on fait un truc qui nous ancre dans la francophonie.
Et ça, c'est très important. Maintenant que on a libéré un peu, parce que de base, on voulait des équipes majoritairement francophones. Maintenant, bah, on veut gagner, donc voilà. Donc on a de plus en plus de joueurs internationaux, donc scène locale. Div 2, Challenger France, LFL. C'est très important pour nous. Alors on essaye à chaque fois d'avoir cette ambition-ci. Par contre, tout le monde est libre de se sentir, comment dire, créateur Carmine. Et Lydia et Fugu n'ont pas été payés pour être fans de la Carmine. Ils ne sont pas des ambassadeurs de la Carmine. Ils étaient fans, on le savait, il y a eu des opportunités, on leur a donné, ça cartonne, tout le monde kiffe. Voilà, c'est naturel. Et en fait, je crois que j'aimerais que ce soit le chemin. J'aimerais que, j'en sais rien, peu importe, un Ludwig, ou je donne des noms, mais c'est pas, voilà. Bah, un jour, ils nous écrivent, j'ai envie de commenter des matchs Carmine. Bah ok frérot, on va le faire. Je pense que ça commence par vraiment justement être fan. Ça commence par avoir des rosters internationaux qui gagnent. Parce que si notre hype, c'est on est les gagnants éternels de la LFL, on n'aura pas de fans internationaux. Ouais. Donc il faut qu'on soit bon sur les rosters internationaux. Et ça, c'est le préalable à l'internationalisation. Okay. En dessous de ça, c'est du flanc. Et en tant qu'ambassadeur ou co-caster, tu as envie que d'abord il y a cette volonté de porter le maillot. Ah bah oui. Ouais. Pour moi, elle est fondamentale. Parce que je pense que c'est peut-être un point faible, j'en sais rien, mais les fondateurs ont tellement mis d'eux-mêmes que si tu as quelqu'un qui est juste payé pour faire un truc et qui le fait que pour cette raison, ça va sonner faux. Et c'est pas possible. C'est pas vraiment incarné. De toute façon, c'est simple. Si Kamel, il kiffe pas les co-casters, ça peut pas marcher. Ok. Il y a un truc personnel en fait. Ouais, mais parce que c'est un truc d'ADN. C'est pas... et c'est pas juste kiffer humainement parlant, hein, c'est pas le sujet. C'est la manière, le ton, le truc. Enfin, je sais pas, ça se sent en fait. Et je pense que c'est hyper important et que c'est notre différenciant et que c'est quelque chose qu'il faut protéger. Okay. J'espère un jour que ça arrivera, mais s'il y a un talent international, quelle que soit la langue, se sent carminesque dans son esprit, on sera ravis de tout faire pour l'aider à être un caster, whatever, Carmine. Ok, on va parler du futur, de ton futur et aussi du futur de la Carmine juste après. Juste avant, on va faire une petite séquence un peu plus cool. On va te présenter. C'est le jeu difficile, ça? C'est le jeu très difficile. T'as brisé les amitiés, là. On a maintenu les gens ici pour ce jeu. Pour ce jeu, c'est le jeu. On t'a mis une grille avec plein de créateurs de contenu. Oh là là, oh là là. Et en gros, là, le jeu, c'est les gens que tu vas pas inviter à ton anniversaire. Hein. Si tu dois en garder qu'un seul durant cette émission pour être le prochain ambassadeur Carmine, ce serait lequel? Ok, voilà, là ça c'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau qu'on te fait là. Je précise que je ne choisis pas les ambassadeurs. Non, mais l'idée, il y a un comité, c'est comme les légendes du club, il y a un comité officiel de sélection des co-casters. En fait, c'est hyper difficile et c'est super intéressant parce que on choisit pas seulement quelqu'un parce qu'il est super connu. Et donc, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est derrière un peu la manière de réfléchir derrière le choix. Alors, je dirais, en fait, c'est horrible parce que Mais comment tu réfléchis pour trouver un bon ambassadeur quand tu vois cette grille-là, en fait? Bah, en fait, le truc, c'est que il y en a deux qui sont ouvertement fans Carmine, donc c'est des évidences. Domingo et Étoile sont ouvertement, portent le maillot, vont dans les TS avec Kamel. Donc, en termes de mérite, de méritocratie pure, ça me semble être les deux évidences. Maintenant, d'un pur point de vue business et modulo, demain, on reçoit un message de Kai Senat. Salut les gars, salut la team. La Carmine, c'est un truc de ouf. Vous êtes des malades. Venez, je représente la Carmine aux US. On va dire non, bah non, on va dire oui. iShow Speed, pareil. Tu vois. Même Lena Situation, je pourrais très bien. En fait, le truc, c'est que pour chacun, j'ai des idées en tête. Donc, je dirais que s'il faut en prendre deux, de toute évidence, c'est Domingo et Étoile, parce que ça correspond aux critères de tout ça. Maintenant, je serais intéressé d'avoir des discussions avec Lévi. Ah, mais tu t'en sors bien, hein. Il est fort. Il est très fort. Il est fort. Ah, c'est dur, là, franchement. Après, j'ai pas peur de vexer Kai Snell parce que je pense qu'il connaîtra jamais mon existence. Mais
Mais non, en fait, il y a des choses hyper intéressantes parce que les 8 que vous avez montrés ont une population de fans très différente. Exactement. On a essayé de mettre un peu des personnes assez différentes. Bon, écoute, on va parler un peu du futur maintenant. Tu as annoncé, tu as déclaré même dernièrement que tu allais te consacrer uniquement sur la stratégie de la Carmine. Et il y a ça a posé quand même pas mal de questions. Ça veut dire quoi la stratégie? Est-ce qu'il va ne plus rien faire pour la Carmine? Tu veux teaser, tu veux piquer la hype de mon futur live question-réponse? Non, en gros, l'idée c'est de faire évoluer l'organisation, de remettre en perspective ce qui doit être fait aussi pour me donner un équilibre de vie qui est plus sain, mais aussi dans l'intérêt de la boîte, parce que je pense que c'est risqué d'avoir trop de choses sur la même personne. Et donc moi, je vais me focaliser sur les grands sujets stratégiques auprès du board, un peu comme j'en sais rien, un conseiller du président en foot, comme un président exécutif, peu importe le nom, parce qu'on s'en fout. Mais voilà un peu l'idée. Et donc les opérations ont été d'ores et déjà données à un directeur exécutif, et un directeur e-sport et un directeur financier qui s'occupent concrètement de faire ce qu'il faut faire. Plus du quotidien? Ouais, c'est ça. Et puis même de mise en œuvre. Après, je les aide et je suis en contact avec eux régulier. Et sur la communication, c'est aux fondateurs de faire leur sauce en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Et qu'est-ce que toi t'appelles la stratégie? C'est assez flou pour pas mal de gens. C'est normal. Stratégie. C'est normal. Parce que derrière ce mot, il peut avoir pas mal de choses différentes. Je vais donner des exemples. Ouais. Aider à lever des fonds, c'est de la stratégie. Sur quel continent on pourrait s'étendre internationalement? C'est de la stratégie. Quel jeu lancer? C'est de la stratégie. Des grands choix stratégiques. Ça, typiquement. Trouver des influenceurs ou des créateurs de contenu, on prend lesquels, machin. C'est de la stratégie. Comment on grandit, comment on s'étend? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les grands axes sur les 3, 4, 5 prochaines années? Tout ça, c'est de la stratégie. Il y a un autre questionnement de la communauté, c'est se dire, voilà, tu t'enlèves 2 rôles. Est-ce que ça veut dire que tu vas travailler moins? Ah oui, j'espère. Est-ce que ça veut dire que tu ne travailles plus full-time pour la Carmine et que tu as envie de t'essayer à d'autres projets, d'autres industries, d'autres... Oui. Exactement. Ça veut dire que je serai plus full-time. Après, il faut remettre en perspective. Je travaille autour de 10 à 12 heures par jour. Je fais que ça. Et donc, on va dire que pas être full-time, ça veut pas dire que je travaille pas beaucoup. Tu disparais pas, quoi. C'est ça, exactement. Simplement, je rééquilibre un peu mon emploi du temps du fait d'avoir beaucoup donné au projet. Et je ne regrette pas une seconde et je le fais avec grand plaisir. Mais oui. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets qui tiennent à cœur où il n'y a pas la moindre idée. Donc là, l'idée, c'est juste je pourrais même pas vous teaser un truc. Parce qu'en fait, déjà, ça met du temps. Ça va, en fait, on a annoncé le 31 janvier. En réalité, ça va se faire à peu près autour de mi-mars. Ce transfert, on va dire, de fonction, même si j'ai déjà commencé sur pas mal de trucs. Et en fait, l'idée, c'est de prendre le temps aussi. Ouais, prendre le temps. C'est une année charnière. Je vais avoir 35 ans. J'ai envie de décider de ce que je veux devenir pour mes 5 prochaines années. Les chèvres dans le Larzac? Certainement pas. Sauf si on fait une méga... un méga projet de chèvre dans le Larzac, mais je ne crois pas. Et non, voilà, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas encore. Et qu'est-ce que tu explores? Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes? Alors, pour l'instant, vraiment, je vous jure. Ah bon, là, tu es dans le jus encore. Donc. Ah ouais, vraiment, là, mais je vais réfléchir. Et puis, peut-être que la conclusion, c'est que en fait, l'e-sport, c'est juste ma vie, quoi. Et ça y est, c'est parti. Et que je suis piqué et que je ne pourrai plus jamais m'en défaire. On va voir. Écoute, juste avant de te quitter, Arthur, donc au niveau de l'émission, on dirait que ça devient un truc hyper solennel quand je dis ça, mais voilà, de finir tout doucement l'émission, je te propose un dernier petit jeu. T'inquiète pas, cette fois-ci. Avec qui? Alors, ça va. J'ai esquivé être dans la merde avec les voilà, clubs, être dans la merde avec les créateurs. Avec qui? Jamais 203. On va te poser 10-15 questions courtes, plutôt voilà, lifestyle, on va dire, et tu nous réponds un peu au tac au tac. T'es prêt? Ton jeu vidéo préféré? Roller Coaster Tycoon. Ton joueur de la cassée préféré? Non. L'endroit que tu préfères pour aller te ressourcer? Chez moi, dans mon canapé, magnifique. L'appli sur laquelle tu passes le plus de temps? Maintenant, c'est probablement Twitter. Mais sinon, c'est mes mails en réalité. WhatsApp, mes mails. Complète cette phrase. Je n'imagine pas ma vie sans... J'allais faire une blague, j'allais dire Kamel Kebi. Non, sans entrepreneuriat. Combien d'heures tu dors par nuit? 7-8, je dirais. Ok. C'est quoi ta plus grande qualité? Ton ambition? Non, je crois. Ta résilience?
Ouais, peut-être résilience ou je Ouais. dirais sinon intensité. Je vis que pour des trucs qui sont à fond. Sinon, je suis très nul ou très flemmard. Donc en fait, je dirais ouais, le all-in quoi, on va dire. All-in. Côté intense et total. Ok. Et ton, Je suis ici, je lui dis, je vais vous donner des trucs. Voilà. Mm. Sinon, je viens pas, ça sert à rien. et ton plus gros défaut? Parfois, je me pose trop de questions. Je vais faire plusieurs défauts comme ça. Ce sera la flemme. Je suis quand même assez flemmard là-dessus parfois, donc j'ai Ok. tendance à repousser. C'est un peu bizarre, mais Mm. voilà. Le fait que j'ai du mal à supporter l'inconsistance et l'incohérence de choix. Et sinon, je pense qu'il y en a un autre, c'est que je suis relativement froid en termes de... Je suis pas particulièrement impacté par les émotions des autres. Ok. Ce qui est une qualité aussi. Mm. Donc en fait, je suis plutôt bon en aide, tu vois, mais c'est pas parce qu'on pleure devant moi que je vais pleurer, quoi. Ok. Hmm. Un super pouvoir que tu souhaiterais avoir? D'un point de vue business, j'adorerais pouvoir dormir comme ça à 30 minutes. Mm. J'ai vu des mecs faire ça, c'est incroyable, c'est genre juste trop fort. Et sinon, je sais pas, pouvoir être invisible. Ok. Ça ouvre plein d'options. YouTube ou Twitch? Twitch, La personnalité vivante ou décédée avec qui tu souhaiterais avoir un dîner? Booba, Ok. What's the color? Gentle. Ah non, personne n'est tombé dans le piège, bravo. On n'a pas osé. Bravo à tous. Super. Donc, c'était la première émission de Créateur. Déjà, merci à tous. Merci à toi. Merci Arthur. Vraiment, Merci ça- Vous avoir fait confiance. Ouais, c'est important pour nous. ouais. C'était On ça s'en nous souviendra. c'était très cool. Et puis vraiment. rendez-vous à la 100e. Centième, on espère. On n'oubliera pas. C'est important. Merci à toutes les équipes parce qu'il y a plein de gens derrière les caméras et derrière voilà, le plateau ici sans qui ce serait pas possible. Donc merci vraiment là-dessus. Donc Créateur, c'est le début d'un projet qui vise à mieux comprendre comment tout ce monde-là fonctionne derrière les gros projets des personnalités d'Internet. Venez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On va mettre des petites exclus, on va mettre voilà, des petites vidéos par-ci par-là, donc ça va être chouette. N'oubliez pas, on offre 5 maillots qu'on va te faire signer en off Arthur. Donc mettez des commentaires, on va choisir simplement parmi les commentaires. Et à la prochaine. Ça vous a plu? Mais incroyable. Tu me permets de lancer ce beau projet.